Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après un peu plus de 3 semaines de congé. Également, l'émission est heureuse de revenir. D'ailleurs, dans ces nouveaux attributs qu'on découvre à l'instant. Bonne et heureuse année 2019 d'emblée. On a 365 jours à passer ensemble, bien sûr. 365 jours de débat, d'analyse, de commentaires autour de l'actualité. La première, ce sera évidemment ce soir. Carte sur table. Désormais, c'est la première bonne nouvelle de cette année. Désormais, tous les mardis, dès 21h, calé sur rendez-vous. Mardi, 21h, une horaire qui a largement été sollicitée par nos téléspectateurs et on y répond favorablement. C'est donc effectif à partir de ce mardi. Une émission qui va donc aborder ces nouveaux attributs, mais également on va dérouler ces analyses autour de l'actualité de l'heure. Le remaniement ministériel du 4 janvier 2018, sémantique, polémique, remaniement, réaménagement, on va peut-être commencer par là tout à l'heure. Une quinzaine de ministères sur un total d'une 60aine sont concernés par ce remaniement. Les postes régaliens de la défense, de l'économie, des finances et de la justice restent inchangés. Fait notable, l'arrivée à la tête du gouvernement, et là, c'est un retour dans la région du Sud-Ouest. Le Premier ministre John Gouté, universitaire, diplomate, qui prend donc les rênes de l'immeuble Étoile. La sortie du gouvernement d'André Mamafouda, ex-ministre de la Santé, de Amadou Ali, ancien vice-premier ministre en charge des relations extérieures. L'ancien ministre de la Communication, notre très cher ami Issa Thiron-Abakari, change de portefeuille. Il devient ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Son ministère est repris par René Emmanuel Sadi. Et bien sûr, certainement la star de toutes ces personnalités, Maître Jean de Dieu Momo, désormais ministre délégué auprès du ministre de la Justice. On va donc débattre de tout cela. Thème: les enjeux du remaniement ministériel, enjeux sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise anglophone, enjeux sociaux, politiques, enjeux économiques, les déçus, les promus, le cas Jean de Dieu Momo, on l'a dit. Invités, les premiers invités de l'année, des personnalités que vous connaissez, qui nous vraiment rendent cette amitié aussi spontanément lorsqu'on les sollicite. À vous, cher monsieur, bonne année d'entrée. Bandakani, bonsoir. Bonsoir, député. Vous appartenez au G20, ce mouvement d'hommes politiques qui, au cours de l'élection présidentielle, a soutenu la candidature du président Biya, moment candidat du RDPC. Vous êtes le président du nouveau mouvement populaire. Merci évidemment d'être là. Hervé Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, député. Bonne et heureuse année 2019. On vous compte parmi les déçus, vous nous direz, hein. On lit beaucoup les réseaux sociaux. On vous dit parmi les déçus, aux côtés de Messanga Nyamding, d'ailleurs, Bandakani également, parce que la bataille a été menée avec Maître Momo dans le G20. On vous cite parmi les déçus. Vous allez nous en dire. Célestin Diamène, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes peut-être dans la bataille davantage municipale, même si le ministère ne vous aurait peut-être pas déçu. Merci, hein, heureux de vous retrouver cette année. Et puis Emmanuel Couillet du SIF, peut-être l'un des gros perdants de cette élection présidentielle, le SIF dont le candidat le n'a pas fait forcément de bonnes performances et qui n'a pas été vu dans ce gouvernement. D'ailleurs, à chaque gouvernement, on pense que le SIF entrerait. Emmanuel Couillet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci de me convier à cette première édition de carte sur table de l'année. Je dis bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. Je crois que pour le reste, on va pouvoir, n'est-ce pas, échanger. Dans moins d'une demi-heure, on va aller du côté des États-Unis pour parler avec Eric Tchidji, vous le savez, ancien journaliste, désormais analyste, qui va nous évidemment donner son point de vue au regard de cette nouvelle au Cameroun, le nouveau gouvernement. Juste derrière la transition, on va donc entamer le débat. Bon, Ankani, vous êtes parmi les déçus. Jean de Dieu Momo, je l'ai dit en 2 mots tout à l'heure, était votre compagnon au sein du G20, parmi les partis ou alors les structures politiques qui ont accompagné la candidature de Paul Biya. Jean de Dieu Momo, lui, il est nommé et vous êtes resté sur le banc de touche. Votre émission, c'est une très grande émission. Vous êtes journaliste, mais j'ai le droit de rappeler que l'auteur de votre émission est un acte de projet que nous devons protéger. Donc il y a des débats qu'il faut laisser dans les réseaux sociaux. S'il n'y a pas de place sur un grand plateau comme celui-ci, animé par un grand journaliste de votre temps. Je suis très heureux de la promotion de mon frère et compagnon de lutte, Jean de Dieu Momo. J'ai eu à le féliciter
dans d'autres occasions que j'ai eues. Je le fais encore ce soir avec l'option. Je voulais le féliciter pour la promotion qu'il a reçue. Nous avons acte au niveau du G20 de la confiance que le président fait à un de nos membres. Dans mon commentaire, ça répond. Du coup, s'il faut descendre à un certain niveau, je voulais rappeler que nous avons soutenu le président en 2011. Et ça nous avait coûté très cher aussi à l'époque. Nous n'avons rien reçu parce que nous n'avons rien demandé. Donc, il faut mettre en parallèle 2011 et 2019 pour voir que nous sommes dans la continuité de démarches politiques qui durent déjà, qui commencent à s'enraciner au sein de l'opinion, dans le paysage politique. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est un débat domestique de bas niveau. Banakane, j'ai également le devoir de préciser que ce qui fait la hauteur, la qualité de cette émission, et je vous en remercie, la qualité de celui qui la présente, c'est aussi le fait de mettre sur la table tous les sujets sans tabou. Donc ne soyez pas offusqués qu'on parle d'une actualité qui intéresse d'ailleurs. Sinon vous aurez peut-être censuré sans le savoir Hervé, parce que la question lui aussi adressée. Hervé, on vous dit avec Messana Nyamdi, par exemple, d'être des militants assez baroudeurs pour défendre le président Biya depuis pratiquement les années 90. On a suivi Messana Nyamdi qui se dit un peu déçu, qui doute d'ailleurs de ce que Paul Biya n'est pas à l'origine de ce gouvernement. Vous, Hervé, vous auriez voulu être dans ce gouvernement, certainement. C'est pas la question. C'est de savoir si vous n'avez pas de regret de n'avoir pas été désigné par le président Biya. Député, écoutez, il y a plusieurs façons de faire la politique. Je me serais contenté d'ailleurs de la réponse très lumineuse de Mme Kani, mais je vais ajouter ma dimension. Comprenez, je sais que le milieu de la politique, c'est un fourre-tout, n'est-ce pas? Moi, j'ai un métier, j'ai fait une carrière, je suis banquier de métier, j'ai atteint le sommet de la banque, et je suis venu en politique pour soutenir un choix de société, des opinions. D'accord? Je ne me lève pas le matin à mort rasant en me disant, pour certains qui font, j'ai rien contre les fonctionnaires, peut-être être ministre, c'est le sommet de la carrière. Moi, je fais de la politique. Et bon, vous me posez la question de savoir si je n'aurais pas été content de la réclamation, ma part, je crois avoir les capacités. D'ailleurs, si on évoque mon nom à l'occasion d'un remerciement, c'est parce qu'on pense que j'ai le profil d'un bon ministre, et d'un très bon d'ailleurs. Donc, non. Tous les militants du RDPC ne peuvent pas entrer au gouvernement, et dans un jeu, dans un match d'une telle importance, tout le monde ne joue pas au même poste. Ouvrez vos yeux, vos oreilles, vous allez entendre. Le match est ouvert. Et évidemment que vous féliciterez également Jean de Dieu Momo. Écoutez, moi je ne veux pas seulement me contenter de féliciter Jean de Dieu, parce que nous sommes des amis, et c'est ce que je pense de lui, mais je voulais parler du G20, et surtout de Bandakani, parce qu'il est facile de parler de Momo maintenant, d'accord? Mais le G20 a une contribution dans la victoire du président Paul Biya qui n'a rien à voir avec le calcul politicien. C'est-à-dire que le G20, nous étions dans une bataille d'opinion. Et la présence talentueuse de Bandakani, de Jean de Dieu Momo, Fissingo et tous les autres, j'en oublie certains, a élargi le périmètre majoritaire du président Paul Biya. Et aujourd'hui, quand on commence par Jean de Dieu Momo, ce n'est qu'un début. Je suis sûr que Bandakani ne va pas s'ennuyer, parce que je vous dis qu'il y a des positions hautement beaucoup plus importantes même que celles du ministre qui peut évoluer à tout instant, qui vont être. Donc le travail a commencé, chacun va être au poste que le coach va lui proposer de venir jouer. Donc au-delà de Jean de Dieu Momo, c'est tous les combattants du jeu que je demande à rester soudés et à rester dans l'optique qu'ils ont choisi, soutenir l'unité du Cameroun, ne pas laisser le Cameroun rentrer dans une aventure au péril de son destin, et c'est ça qu'on appelle le patriote. Voilà comment moi je fais de la politique. Donc voilà, je suis heureux, je soutiens toutes les décisions du président Biya. Oui, je suis un homme heureux, détendu. Célestin Diamène, Emmanuel Kounié, la seule question que je vous poserai autour de Jean de Dieu Momo, c'est de savoir si vous êtes surpris, comment vous apprécierez cela, et peut-être je vais entamer avec la question d'après, pour reprendre les autres panélistes. La bataille de Douala 5e est ouverte désormais. Vori-Est aussi. Vori-Est, je veux dire, oui. Vori-Est pour les législatives et municipales. Vous avez déjà remarqué que je ne suis candidat à aucun poste ministériel. Je me sens très bien là où je suis, au MRC, secrétaire. Ce ne serait pas non plus de refus, si jamais.
Non, en tout cas, je n'entrerai jamais dans un gouvernement pour le bien, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai que chez Douala 5e, il y a un enjeu, les élections approchent dans, je crois, 10 mois. Je pense que les batailles commencent un petit peu à se prêter dans les états-majors des partis politiques. Moi-même, je n'exclus pas l'éventualité d'être candidat dans cette municipalité. Il doit la première de la 5e finalement. Quoi qu'étant, je rappelle que vous êtes conseiller à la première en ce moment. Quoi qu'étant, il faut éviter d'être sédentaire dans la vie. Ah d'accord, c'est parce que ça donne parfois du rhumatisme. Ah oui, des AVC. Il faut éviter le sédentarisme. Donc c'est pour dire que c'est pour dire à condition de garder ses convictions instables. Je ne suis pas en instabilité idéologique, je garde fort mes convictions, quoi qu'il arrive, dans quel bateau je me trouve, j'ai mes convictions. Maintenant, Douala 5e, c'est un enjeu majeur. Je pense que les élections qui arrivent dans une dizaine de mois va réconforter la dynamique MRC, que vous savez tous, qui est enclenchée depuis maintenant 6 ans, mais plus spécialement depuis octobre 2018. Je pense que nous sommes prêts. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des leviers extrêmement importants pour la future élection couplée législative et municipale, c'est-à-dire le système électoral, qui est un élément très important pour nous à MRC. Je pense qu'on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à penser à une victoire imposante sans une véritable réforme du code électoral. C'est très important. Donc, parallèlement au combat que nous menons déjà pour résister à ce hold-up électoral, en même temps, nous pensons qu'il faut mettre la pression pour qu'à la session de mars 2019, qu'il y ait un projet de loi pour réformer de manière profonde le code électoral. Cela dit un mot sur la nomination du ministre délégué auprès du garde des Sceaux. Écoutez, je n'ai rien de spécial à dire par rapport à Jean-Louis Dumoulin. Il se trouve que parfois le contorsionnisme politique peut payer, le griotisme peut payer. Je crois que j'ai l'impression qu'il est très heureux là où il est. C'est peut-être son nirvana politique qu'il a atteint, je n'en sais trop rien. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un ministère sans véritable portée, puisqu'en vérité, il est ministre délégué. Et là, vous répondez peut-être au passage à Maurice Kamto à ce ministère, parce que c'est le même poste. Non, évidemment, parce qu'en vérité, Maurice Kamto était un juriste qui, dans la période indiquée, avait été sollicité au gouvernement parce que son homologue nigérian était encore dans l'affaire Bakassi et que pour Biya, je le pense, il était pratique et utile de mettre en face de l'homologue nigérian un grand technicien du droit camerounais. Dans ce but, il était présent. Je pense qu'il est très heureux, tant mieux pour lui. En tout cas, je ne suis pas là pour... Emmanuel Kouyandi, un mot, et puis on refait le tour. Oui, vous disiez. D'abord, votre appréciation sur la nomination de Jean de Dieu Momo, c'est quand même l'un des faits marquants, et surtout la lecture sous l'ouverture, ou alors sur les premières batailles, les prémices de la bataille de la 5e. On sait qu'il est quand même élu de Vori-Est, de cette localité-là, et voilà où je voulais avoir votre premier commentaire. Bon, le cas Jean de Dieu Momo, pour nous, c'est un détail, c'est un détail. Je crois que nous, on ne peut pas s'apesantir sur ce genre de choses. On sait comment il est arrivé, on a vu comment il s'est débrouillé. Bon, M. Biya, c'est comment il a pris une cour. Il a besoin de courtisans. Si quelques courtisans entrent, c'est une bonne chose. Bon, mais pour nous, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, ça ne nous intéresse pas le cas Momo. Moi, j'ai lu dans les réseaux sociaux beaucoup de choses. Il y en a qui pensent que si Biya, c'est le bon Dieu, c'est qu'il a été récompensé pour ses bienfaits. Si le diable, c'est qu'il a été récompensé pour ses péchés. Bon, moi, je pense que tout cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir que nous attendions un gouvernement, on n'en a pas eu. Parce qu'il y a des défis qui arrivent. Ce gouvernement qui était là n'a pas pu relever les défis. On a des défis sécuritaires, on a des défis économiques énormes, on a plein de défis, et on va en parler tout à l'heure. Et puis, ce gouvernement n'a pu rien faire aujourd'hui. C'est presque le même gouvernement, parce que ceux qui entrent, à mon humble avis, ne peuvent pas apporter quoi que ce soit pour ce qui est des défis économiques. Nous avons pensé que le casting qui a été mis pour les grandes réalisations n'était pas bon. Là, toutes ces réalisations ont échoué, les 27 projets structurants ont échoué. Qu'on reconduise les mêmes à des postes stratégiques, n'est-ce pas, pour prendre des décisions économiques, pour un document de stratégie pour la croissance de l'emploi qui a échoué également. Moi, je pense que le président n'a pas fait de remaniement. Il a fait un réajustement parce que les gens ont peut-être trop parlé. Et je pense que nous attendons encore le gouvernement, parce que ce que j'ai vu là ne peut pas être considéré comme le gouvernement qui va relever quelques défis que ce soit. Deux réactions et puis on passe. Moi, je considère quand même qu'il va falloir que ceux qui sont porteurs de l'avenir
essayent d'acquérir des logiciels qui sont adaptés à des situations. Lorsque des anciens militants du RDPC, Albert Zongan, Paul-Éric Tindier, Christian Kundakoka, font la transhumance vers le MRC, c'est l'avènement de Jésus. Mais lorsque un citoyen libre, le ministre Momo de Dieu, décide de rallier la majorité présidentielle, on traite ça par le mépris, on fait ceci. D'ailleurs, il va falloir, mon cher Célestin, que tu t'habitues à l'appeler monsieur le ministre, Jean de Dieu Momo, et Jean de Dieu Momo est rentré au gouvernement, c'est un homme libre à partir d'une dynamique électorale, donc le peuple souverain a fait le choix, c'est pas une maladie honteuse. Et donc je pense que pour faire progresser la compréhension de la situation, il faut abandonner ce vocabulaire du mépris, de ceci, cela, nous respecter les uns les autres, parce que le véritable arbitre, c'est le peuple souverain. Il a fait un choix, et Jean de Dieu Momo se trouve dans cette dynamique, comme le président Mbandakani et tous les autres. Donc respectons-nous les uns les autres. En ce qui concerne Jean de Dieu Momo, en tout cas mon cher Célestin, il est avocat. Et je crois que c'est même une période un peu plus ancienne que ton Dieu. Il exerce la main. J'ai un Dieu seul, unique. C'est qui c'est un Dieu. Je peux revenir. Jean de Dieu Momo est avocat, n'est-ce pas? Il est avocat, il a exercé dans des événements qui sont rentrés dans l'histoire, tel que le tribunal spécial pour le Rwanda. Il est à sa place et vous avez vu la mutation. Ce n'est plus le guerrier de tous les jours, même le discours, il est déjà dans la peau des ministres, c'est un ministre de la République. Et je dis donc, quelles que soient les choses, je vous ai dit ici au début que nous ne rentrons pas tous en politique pour la même chose. Il y en a qui rentrent en politique pour avoir à manger, il y en a qui rentrent en politique pour réaliser le chaos, il y en a qui rentrent... Nous avons plusieurs raisons, et il faut respecter les raisons des gens. Pour dire que on peut voir qu'il y a déjà des effets politique de ces remaniements, parce que un homme politique de la dimension de mon ami Sesson Jamel peut s'inscrire dans des contradictions terribles, parce qu'il est déstabilisé par la nomination de Jean de Momo à ce poste. Je dis pourquoi. Il a dit qu'il ne peut jamais entrer dans le gouvernement, dans un gouvernement sous le président Biya, supposant que dans y entrer, c'est la honte et c'est le pire, c'est le choix, je vous en prie. C'est le pire des crimes, encore que j'en doute. Non, ça dit que non, acceptons ça. Proposé un diable. Non, acceptons, je le prends au mot, pour dire que bon, d'après lui donc, siéger au gouvernement du président, dans un gouvernement sous le président Biya, c'est le crime des crimes. Comment peut-il être militant d'un parti dirigé par quelqu'un qui y a passé 7 ans? Il faut qu'en politique, on ait de la cohérence et de la logique. Sinon, on fait attention à dire certaines choses parce que ça peut paraître comme si on avait une opposition individuelle et épidémique à l'égard à quelqu'un. Ce n'est pas le cas, c'est un grand monsieur que j'ai beaucoup de respect, mais voilà déjà les effets du remaniement. C'est-à-dire qu'on perd la galanterie républicaine, le fair play et la gentlemania républicaine. On insulte un ministre de la République n'importe comment, en oubliant qu'on est secrétaire national d'un parti politique qui est dirigé par quelqu'un qui a passé 7 ans dans Merci, Mbandakani. Bonsoir, Eric Chingier. Bonsoir, Peter. Bonne année. Très heureux à nouveau de vous entendre cette année 2019. Tous mes voeux pour vous, votre famille, et merci d'être toujours fidèle à nos sollicitations. Merci infiniment, merci. Alors, Eric, nous sommes autour de cette émission avec Célestin Diamant du MRC, avec Emmanuel Comme du RDPC, Mbandakani du MMP, et puis Emmanuel Kouye du SIF. On va donc suivre votre première analyse après le remaniement ministériel intervenu le 4 janvier. À la tête du gouvernement, un monsieur que vous connaissez très bien, avec qui vous avez cheminé, vous nous direz jusqu'à quel niveau, à partir d'où. Et donc votre première lecture sur ce gouvernement Joseph Diongouté. Nous sommes en direct là. Absolument, vous êtes à l'antenne. Ah, merci. Merci une fois de plus
Bonjour à tout le monde, bonne année, Hervé et tous les autres. Salut Hervé, bonne année. Merci. Évidemment, que dirais-je, le Premier ministre John Gouté, c'est un ami de longue date, évidemment, quelqu'un que je connais très très bien. Et ce que je peux dire de lui, c'est que d'abord, je crois que c'était un très bon choix de la part du président de la République. C'est un monsieur qui est comme celui qui le remplace, monsieur Yang, très humble, très travailleur, très gentil, mais il y a une différence. Monsieur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui pose des actes. S'il est convaincu d'une chose, s'il est convaincu d'une situation, s'il a tous les arguments, et il doit absolument poser un acte, il va le faire. Et c'est ce que moi je crois, que c'est la différence entre lui et celui qui remplace. Évidemment, c'est pas toujours le cas au Cameroun d'un Premier ministre prenne des décisions et pose des actes, mais je suis convaincu que M. Dian, s'il le faut, il le fera. C'est vraiment une très grande différence. C'est quelqu'un qui va chercher à... Sur les questions précises, notamment, commençons par là, sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que diriez-vous à John Gouté? Quel est l'arme, je vais laisser une image, hein. Quel est l'argument qu'il devra prendre? Quelles sont les actions qu'il devra mener d'abord pour ramener l'attention à la normale et peut-être définitivement sortir de cette crise? On sait qu'il est diplomate, donc il a peut-être déjà un point en plus sur l'aspect dialogue, l'aspect collaboration. Vous pensez que quels sont les leviers que devrait activer John Gouté pour notamment cette crise-là? Oui, c'est là où je voulais en venir, parce que je crois que le problème principal au pays aujourd'hui, c'est cette crise dans les deux régions anglophones, et il va falloir qu'on trouve une solution, et j'espère qu'on le fera cette année. Et quand je parlais de quelqu'un qui peut poser des actes, c'est en fait à ça que je pensais. Parce que ce qui s'est passé avec ce problème, c'est que les actes, les décisions qu'il fallait prendre, ni M. Yang, ni le reste du gouvernement, ceux qui sont bien au courant de ce qui se passe, qui sont bien conscients du problème, personne n'a pu poser, n'a pu, n'est-ce pas, prendre ces bonnes décisions. Et j'espère, je suis convaincu que M. Dian va nous aider dans ce sens. Le problème de ces deux provinces ce problème reste entier. Nous avons tous l'impression que le président de la République n'a pas bien compris ce problème. Ou s'il l'a fait, il ne veut pas trouver la bonne solution. C'est inimaginable. Moi, j'ai passé la journée d'hier à discuter avec un groupe de personnes dans lequel il y avait des Amazoniens. Et c'est clair que résoudre ce problème demande, on le dit tous les jours, demande le dialogue. Et la question se pose, avec qui on va dialoguer? En fait, je crois que ce qu'il faut, c'est de créer un espace, parce que c'est un problème de cœur, c'est pas un problème des armes. C'est un problème sociopolitique, c'est pas un problème militaire. C'est ça le premier problème. Il va falloir qu'on trouve le moyen de gagner les cœurs des gens, des anglophones. Et on n'a même pas encore commencé à le faire. Ce qui fait donc que on place l'armée, on tue les gens, on brûle les villages et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que renforcer, n'est-ce pas, les gens dans cette conviction que non, ils n'ont pas leur place dans cette république. C'est un problème de cœur, et j'espère que M. Dion aura les mots justes pour en parler à M. le Président de la République, pour qu'on essaie de trouver la solution à ce problème cette année.
tant que ça continue à regarder, tant qu'on continue à regarder ça comme un problème des gens, il faut neutraliser. Moi, je ne crois pas qu'on va y arriver. Justement, vous dites que vous avez consulté certains acteurs jusqu'à hier. Eux, que disent-ils? Qu'est-ce qu'il faut concrètement poser? Il faut désarmer, qu'est-ce qu'il faut pour ce rapprochement, pour qu'ils viennent autour de la table? Oui, moi je crois qu'il y a un sérieux problème. D'abord, vous savez qu'au sein de ce groupe de personnes, ces sécessionnistes, il y a des extrémistes, des gens qui ne veulent, avec qui on ne peut même pas dialoguer. Donc, c'est pour ça que je parle d'un problème de cœur, parce qu'il faut arriver à séparer ceux-là d'une majorité silencieuse qui existe chez les anglophones. Et on ne peut les séparer que par des actes, des actions, des actions sociales, si vous voulez, des actions qui encouragent ceux qui ne sont pas pour la sécession de pouvoir s'affirmer aussi. Pour le moment, ils ne peuvent pas. Parce que quand ils veulent parler, même avec le groupe avec lequel j'étais hier, les sécessionnistes qui étaient présents ne parlaient que des villages brûlés, des gens tués, de la peur qui existe partout dans les deux régions, sans dire que c'est aussi grâce à certains sécessionnistes que cette peur existe. Donc, l'État leur donne les arguments régulièrement de confronter, n'est-ce pas, ceux comme nous qui pensent que le pays doit rester ensemble et qu'on doit régler les problèmes, que ce soit les problèmes constitutionnels ou autres, de manière paisible et à travers le dialogue. Alors, pour finir, oui, allez-y. Oui. Allez-y. Mais enfin, je vais dire que ceux comme nous, et moi je parle en tant que membre de cette majorité, nous n'avons pas d'arguments. Nous n'avons pas, l'État ne nous donne pas ces arguments. Et j'espère qu'on va le faire cette année. J'espère que dans les semaines et les mois à venir, on va voir un changement de ton et d'attitude. Parce que tant qu'on continue à tuer, tant qu'on continue à renforcer avec les armes et les militaires, on n'ira nulle part. On ne peut pas résoudre ce problème avec les armes. Impossible. Alors, Eric, pour finir, je voudrais également vous prendre un mot sur les questions économiques. Et là, j'interpelle davantage. Et je vais le rappeler, vous étiez quand même au cadre au niveau de la BAD, la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale aussi. J'interpelle davantage cette expertise. Le président de la République a choisi de garder le dispositif économique intact, le ministre des Finances reste, le ministre de l'économie et du plan d'aménagement et territoire reste, alors que nous sommes engagés dans une facilité de crédit, dans un accord avec le FMI qui nous permet d'avoir des facilités de crédit. Vous pensez que de ce point de vue également, garder le cap est la solution? Alors, vous savez, je parle souvent à mes amis, je suis ici à Washington et je parle souvent aux amis à la Banque mondiale et je sais que le ministre Léopold Motazé est très apprécié en tant que ministre des Finances, ça je le sais, et ils me le disent. Et même le ministre à la mine, à l'économie. Donc en fait, je ne crois pas que c'est un problème de personne, c'est un problème plutôt de système. Évidemment, il y a la déception générale avec ce remaniement qui vient de se passer. Général, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est content parce que pour des raisons plus ou moins évidentes, il ne faut pas se voiler la face. Il y a soit on a maintenu des gens qui ne devaient pas parce qu'il y a un certain message qui devait passer mais qu'on n'a pas pu avec ce remaniement. Mais il y a quand même, je continue à dire que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. Nous avons des très bons ministres. Je crois qu'on en a trop. Il aurait fallu peut-être la moitié n'est-ce pas, diminuer ce gouvernement par 50%. Mais laisser aussi à ces ministres non seulement de faire leur travail, mais aussi de répondre
de prendre la responsabilité de pouvoir répondre devant le peuple, n'est-ce pas, pour leurs actes. Alors, on n'a pas eu cette impression avec ce remaniement. Eric, pendant que vous parlez, je vois que sur la table, il y en a qui prennent des notes. Je vais permettre à quelques-uns de poser une. Emmanuel Kounié d'abord. Oui, Eric Tidjé, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bon, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que voilà deux ministres que vous venez de citer, le ministre de l'économie et le ministre du plan, des finances, deux ministres qui nous ont fait mettre en œuvre 27 projets structurants, qui n'ont pas pu, qui ont capoté parce qu'on s'est retrouvé avec des chocs, les chocs sécuritaires, les chocs de la chute des coûts des matières premières, et à un moment donné, l'État n'avait plus d'argent, qui sont allés sur la place européenne, n'est-ce pas, acheter des eurobonds à 9% pour financer des projets, et qu'aujourd'hui, ils ont endetté gravement le Cameroun. Pour nous, au social-démocratique Front, nous avons pensé qu'il fallait absolument changer ce casting, parce que le travail que ces gens-là ont fait est tel que le budget du Cameroun aujourd'hui doit payer près de 1057 milliards de services de la dette sur un budget de 4800 milliards. Nous pensons que ces gens-là ont fait un mauvais travail et qu'il fallait absolument trouver notre casting. Voilà ce que nous pensons. Une réaction, Eric? Oui, très facilement. Moi, j'ai dit qu'il y a un problème avec le système et j'ai dit qu'il faut aussi que les ministres, que ces ministres arrivent à prendre la responsabilité devant le peuple. Si on me dit que lui poser un bon ministre, ça c'est des techniciens de la Banque mondiale qui le disent. Et c'est vrai, sur le papier, quand ils voient comment ils travaillent, quand ils présentent ses arguments et autres, moi je crois qu'ils n'ont aucun problème avec M. Moutazé. Et la même chose avec Alamine. Mais maintenant, sur la pratique, sur l'aspect pratique, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des projets et tout ça, évidemment, c'est le système, c'est les lois du pays qui doivent entrer en jeu. C'est pas un problème, la qualité du travail, mais plutôt le système de justice qui ne marche pas, peut-être. Hervé Manuel Gomme. Bonjour Eric. Bonjour. Voilà. Eric, nous sommes de vieux amis. Donc je vais poser juste une question parce que j'ai une curiosité. Si tout le monde est bon, je n'ai pas encore assisté à la responsabilité d'un système qui est impersonnel. Or, la responsabilité en politique est personnelle. Or, si tout le monde est bon, et le système c'est qui? Parce que là, tu me laisses un peu sur ma soif. Le système c'est qui? C'est toi, moi, qui est visible? C'est un homme invisible, c'est qui? Oui, non, c'est assez simple, Hervé. Je suis sûr que tu es en train de me taquiner. Oui, bien sûr. Il est clair qu'un ministre, sur le plan technique, peut faire bien son travail. Mais si ce ministre est corrompu et le système il n'y a pas de moyen, n'est-ce pas, de le mettre face à la justice, c'est un problème du système, c'est pas un problème de la personne. Célestin Djamel. Donc moi je suis tout. Oui, bonsoir Eric, Célestin. Tout à l'heure, vous avez parlé de, comment dirais-je, Alamine Ousmane et de M. Moutazé, comme étant des personnes très appréciées à la Banque mondiale et ailleurs. Pensez-vous qu'il vaut mieux être apprécié par les technocrates de la Banque mondiale et être improductif au Cameroun, ou bien pensez-vous le contraire? Parce qu'en vérité, on a beau être apprécié par ces officines des institutions internationales, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Cameroun à leur département ministériel? Une fois que ma réponse est très simple, je suis un produit, n'est-ce pas, de ce système de la Banque mondiale, et je suis le premier à dire que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Donc en fait, même si on fait confiance à la banque pour ses analyses techniques et économiques, c'est pas une raison bon, moi je crois même pas qu'on doit tenir compte de ça dans le choix des personnes qui nous gouvernent. Il doit avoir des gages, on doit pouvoir poser la question à savoir, est-ce que cette histoire de la CAN, ça doit amener les Camerounais à se poser énormément de questions. Qui sont les responsables? On ne le sait pas jusqu'ici. Pourquoi ces projets n'ont pas été réalisés? Il est temps qu'on se pose ces questions. Et tous ceux qui étaient en tête des projets doivent répondre. Alors, s'ils n'arrivent pas, si ces gens s'il n'y a pas de gage, il n'y a pas un système qui les oblige à répondre à leurs actes, alors
Le problème n'est pas au niveau de la Banque mondiale, c'est un problème interne. Pour finir, la dernière de Hervé Manuel Com. Oui, cher Eric, tu as dit tout à l'heure, et je crois à ce que tu as dit, que tu as eu l'occasion de rencontrer des compatriotes, y compris des ambazoniens. Tu l'as dit, d'accord. Alors, pour dialoguer, il ne faut pas être seul. Et j'apprécie ton orientation vers le dialogue. Est-ce qu'il ne doit pas déposer les armes afin qu'on puisse dialoguer? Parce que tu as donné l'impression que le blocage se trouvait à Yaoundé, alors que plusieurs CDA sont dans des appartements conçus à Washington ou à Londres et utilisent des chargés de mission, des intermédiaires, pour porter atteinte à l'ordre public. Alors, moi je suis d'accord avec toi qu'il il faut que tout le monde se parle, et comme tu l'as dit, c'est l'immense majorité, nos compatriotes des régions nord-ouest, sud-ouest, qui ne veulent pas de la division. Comment peuvent-ils être pris en otage par cette minorité? Qu'est-ce qu'il faut faire puisque tu les rencontres? Je suis convaincu que c'est pas avec cela qu'il faut dialoguer. C'est pas avec les extrémistes, les sécessionnistes de l'extrême qu'il faut dialoguer. Donner la raison à ceux du milieu. Donner la raison à ceux qui croient encore à un pays qu'on appelle le Cameroun. C'est pas un ambazonien. Celui qui a déjà pris la décision de ne plus appartenir à ce pays, mais on ne peut pas dialoguer avec eux. Et on fait quoi avec leurs armes? Non, moi je crois que l'essentiel d'abord c'est de, comme j'ai dit depuis 2016, l'État n'a fait que passer d'une erreur à une autre. Moi je crois qu'il faut donner des arguments à la majorité. Le problème de l'école n'a pas été résolu. Le problème de justice, du système juridique n'a pas été résolu. Oui, n'a pas été résolu. Le président n'a jamais reconnu, le président Biya n'a jamais reconnu cette grande différence entre les deux systèmes. Et c'est pas en créant des commissions qu'il nous montre qu'il a compris le problème. Le président Biya n'a jamais compris le problème. Il va falloir que quelqu'un lui dise. Et le jour où le président va se prononcer sur ce problème, ça sera le début de la solution. Merci. Les gens comme nous sommes prêts à aller confronter ceux qui continuent à insister, n'est-ce pas, sur la séparation de ce pays. Bien. Mais nous n'avons pas d'argument pour le faire. En tout cas, pas publiquement. Merci infiniment, Eric Tindjé. Vraiment. Eric. Merci de votre éternelle disponibilité. Merci de vos analyses, évidemment, qui enrichissent le débat et dont on en tiendra compte. Merci. Voilà, nous étions donc en direct avec Eric Tindjé, qu'on présente plus au Cameroun, ancien journaliste, désormais analyste des questions politiques et économiques, qui a évidemment fait ses classes à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement et bien d'autres institutions. Et on a donc eu sa lecture de ce gouvernement. On va poursuivre avec peut-être toujours le remaniement ministériel, les promus, on a fait un peu les déçus, pas encore. Du moins, les déçus. Mais à la veille de chaque remaniement ou changement de personnalité, il y en a qui attendent, qui espèrent. Il y a ceux qui sortent qui sont certainement pas contents. D'ailleurs, je voudrais qu'on analyse un certain nombre d'éléments, des ministres d'État, femmes de... Permets que je dise juste un mot. Dans une république, la loi fondamentale donne à un seul homme le pouvoir, de par sa position, de sélectionner les équipes de... Et cette loi n'enlève pas les émotions, les sentiments des uns et des autres. Attends, s'il te plaît, député. On a dit tout à l'heure, Jean Dujimoumou était extrêmement content. Je vais t'apporter à certainement Fogli. Il y a certainement Fogli, dont on n'a peut-être pas eu le sentiment, le ministre délégué sortant. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Allez-y. Alors, là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Absolument. Maintenant, les Grecs disent que l'ambition dont on n'a pas le moyen est un crime. Et dans le moyen, il y a le moyen non seulement intellectuel, mais il y a aussi le moyen politique. Nous sommes en politique. Tout le monde peut penser au gouvernement. Le Premier ministre a proposé au président à sélectionner un certain nombre de personnes pour accompagner dans le volet du gouvernement, de l'OCT du gouvernement. Il y a le parti, il y a d'autres instances, des entreprises publiques, l'administration.
Mais laissez que tout cela se déploie. Et je ne comprends pas quel peut être le mécontentement de ceux qui ont mis longtemps au gouvernement. Vous comprenez? Et embouteillage pour ceux qui veulent entrer, et qui, pour la plupart, ont une légitimité politique et professionnelle pour entrer. Je ne parle pas de moi, je parle par exemple de Mandakani. Il a toute la légitimité. Mais en politique, il faut avoir l'endurance et la patience. Quand vous êtes impatient, vous créez la confusion et on aboutit à des situations où on ramène tous des problèmes alimentaires en pensant que certains d'entre nous ne sont en politique que parce qu'ils espèrent occuper une fonction. Non. Alors, on va venir donc avec l'analyse de ce gouvernement, les enjeux sur la crise anglophone. Eric avait déjà commencé. On va y aller tout de go. Bandakani, sur les changements, on l'a dit, on l'a peut-être pas assez dit, le Premier ministre, on parle du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le sud-ouest, ce sont des personnalités, du moins des zones qui sont touchées. John Gouté vit cette crise dans sa chair, lui qui a au moins été une victime directe. 2 fois. Voilà, qui a perdu des biens. Certainement que les proches également ont été relativement affectés par cette crise. Pensez-vous, et l'autre lecture, on s'aperçoit que le président de la République a gardé quand même le dispositif sécuritaire en termes d'hommes au ministère de la Défense, secrétaire d'État à la gendarmerie, à la délégation de la Sûreté nationale. On a pu voir et observer qu'il y a un changement au niveau du ministère de la Communication, un ministère non moins important, ou du moins qui quand même a son rôle dans cette crise en termes de discours à porter. Vous avez une lecture de ces quelques faits-là, le ministre Paul Ngongomo, qui a été également l'un des acteurs, le premier plan, qui a été promu, on peut le dire comme ça. Moi, je crois que par rapport à ce que on appelle crise anglophone, quand on analyse les positions qui ont été attribuées au public qu'on venait de citer, il est évident que le président tient un cap qui est clair et que nous soutenons. L'unité du Cameroun n'est pas négociable. Il ne faut pas jouer avec ça. On a vu avec ça d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui. Sauf si on est de ce groupe qui intéresse que cette crise ne faisait jamais, parce que c'est un cheval de Troie pour exister politiquement et économiquement. Maintenant, ça commence à devenir une affaire de politisme plus simple. Je vous place qui on le connaît. Il y a des hommes politiques au Cameroun qui ont démontré que d'autres même paraissent ouvertement cette crise. Je parle devant un membre du MRC. À vous l'indexer parce que le MRC est concerné par cette lecture que vous faites. La sortie du président Kamtozo, c'est clair. C'est sorti son clair, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas lui que j'indexe. Mais il parraine carrément la crise. Et il n'a qu'à réaliser ses discours, très bien discours dans ses sorties numériques. C'est qu'il dit, il n'est pas le seul. Donc, beaucoup de forces politiques ont misé sur la crise anglophone pour atteindre les objectifs politiques. Il y en a qui croient qu'ils ne vont pas avoir l'élection. Dans le but était de faire un coup d'État, ça va marcher. Donc le président est resté constant et nous l'avons soutenu dès le départ de la crise et nous lui apportons tout notre soutien. L'unité du Cameroun n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Les gens n'ont pas le droit de tuer les militaires camerounais. On ne tue pas un militaire camerounais et l'homme politique que je suis, je soutiens ça. C'est l'armée du Cameroun. D'autant plus qu'aujourd'hui, on connaît les mobiles, les motivations et l'organisation qui est derrière cette affaire. Ces compatriotes qui ont vendu des territoires, les partis de notre pays, sans le mandat de personne. Ils spéculent à l'étranger sur un fantomatique État ambazonien et ils vendent ça et ils sont pris en charge par des lobbies que l'on connaît, ces lobbies qui vivent, n'est-ce pas, du dépeçage des États. Il y a le cas du Soudan, l'Angola en souffre, le Nigeria en souffre, on connaît ça, l'agenda est vieux. Donc il y a tellement de preuves, même sur Internet aujourd'hui, qu'on se demande comment encore de compatriotes peuvent soutenir ces gens-là. Il y a tellement de preuves. Donc, le cap présidentiel est clair, il est le meilleur. La fermeté. Le président dit, 31 décembre, que si son appel à déposer des armes n'est pas entendu, il va neutraliser. Nous lui apportons tout notre soutien sur cette position-là. L'autre cap qu'il a toujours fait, c'est le dialogue. Mais le président dialogue depuis. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui,
il y a des raisons de dire même qu'il y a déjà un tuyau plein de concessions à ces gens. Mais il y a beaucoup de communautés camerounaises qui ont aussi besoin qu'on s'occupe bien peu. Il y a un tuyau plein de concessions. Alors chaque fois que le président fait une concession, on dit non, c'est pas suffisant. Il en fait une autre, non, c'est pas suffisant. Mais c'est un piège à con. Il faut arrêter ça. Donc l'option présidentielle pour nous est la meilleure. On ne peut pas faire le procès à un chef d'État qui, conscient de ses devoirs constitutionnels, les remplit. La constitution du Cameroun ne dit pas de négocier avec les gens qui disent que le Cameroun n'est pas un pays. C'est interdit. Que le Cameroun n'est pas un État. La constitution du Cameroun ne dit pas ça, ce ne serait pas un devoir légal du président. Le devoir du président, c'est de garantir la constitution. Alors maintenant, tout le roman qu'on a raconté pour tromper l'opinion, en nous inventant une histoire anglophone qui n'est pas vraie. Et tout ça dans des conditions où il n'y a pas un vrai débat pour confronter les récits. On aurait démontré que ce qu'on a servi aux Camerounais durant 2 mois n'était pas la vérité sur le récit de ce qu'on appelle la crise anglophone. Emmanuel Kounié d'abord. Oui, ça c'est un discours qu'on est fatigué d'écouter. Parce que ça c'est les discours Wagner. Et c'est des discours qui vont faire en sorte que cette crise se perpétue. J'ai souvent dit, et nous avons souvent dit que quand il y a une étincelle, on peut éteindre avec une goutte d'eau. Quand ça devient la flamme, il faut un verre d'eau. Mais quand ça devient un incendie, il faut amener des sapeurs-pompiers de tous les côtés. On est arrivé à la sécession, mais on n'était pas à la sécession de départ. Vous voyez en France, les gens ont commencé par un simple problème de baisse du prix du carburant, de hausse du prix du carburant. Les gens se sont plaints, mais le discours arrogant, comme au Cameroun, a fait en sorte que les gens sont braqués et de fil à aiguille, d'autres problèmes sont entrés aujourd'hui. Exactement la même chose. Les Français sont dans une situation où on ne sait plus de quel côté on peut régler le problème. Il faudrait que ces gens reconnaissent qu'ils reconnaissent eux-mêmes que la réponse qui n'est pas à la dimension, n'est-ce pas, des revendications peut amener des gens, n'est-ce pas, à continuer à poser des actes. Les revendications ont été posées. Eric Thiel vient de vous dire qu'aucun problème n'a été résolu par rapport, n'est-ce pas, au système judiciaire. Les gens ont parlé de la common law. Ils sont allés parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la common law. Ils ont dit qu'ils ont créé une section de common law à l'ENAM, une section de common law à la Cour suprême. On ne parle pas de common law sur le terrain. Je vais vous dire que la vérité, c'est que le président de la République ne veut pas résoudre ce problème. Il ne veut pas résoudre ce problème parce que aucune action n'est menée dans le sens de la désescalade. On ne peut pas venir dire que les gens doivent déposer les armes sans mettre sur pied les conditions de déposer les armes. On a vu le DDR au Mali. Quand les Maliens ont entendu que l'armée dépose les armes. Non, pas que l'armée. On libère ceux qui sont agressés, monsieur. Vous ne pouvez pas penser que l'armée. Quel est le pas que le chef d'État a fait par rapport à cette affaire? Les gens ont demandé, il a même parlé de la décentralisation. Et il parle de la décentralisation et il centralise davantage. Quand vous créez un ministère de la décentralisation, c'est un monsieur Evencom, vous centralisez davantage. Parce que ça fait 2 tutelles à la tête de la commune. Non, c'est pour vous dire qu'il n'a rien fait qui puisse permettre la désescalade. Il n'y a rien, aucune réponse à aucun problème. Et puis je vais vous dire, j'ai entendu M. Manakani dire que la fermeté, oui, la fermeté. Mais on va arriver aux conséquences économiques. Je voudrais vous signaler que les conséquences économiques de la crise, on est à plus de 1000 milliards. Et puis il faut faire très attention parce que ce qui est en train d'être fait là, si rien n'est fait, si on pense qu'on va toujours garder la position de la fermeté, on ne pourra pas arriver. Vous avez vu, j'ai pris le cas de la France. Ceux qui gouvernent la France ont pensé que la fermeté pouvait leur permettre d'arriver. Je ne confonds rien, c'est toi qui ne comprends rien, Hervé. Il faut faire l'effort de comprendre. Parce que tu es formaté pour ne pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Oui, je vais vous dire que ce qui se passe là avec la crise anglophone est tel que voilà le Premier ministre qu'on vient de mettre en place. On dit, qu'est-ce que vous avez dit, M. Dipita, comment est-ce qu'il va s'adresser aux siens? Mais il faudrait que le Premier ministre actuel aille dire au chef d'État qu'il doit mener des actions dans le sens de la désescalade. Il faut que les gens qui sont en prison, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez vu, on a libéré 280 combien de personnes, mais ces personnes-là sont les gens qui ont arrêté pour des cas d'identité, etc. Oui, il n'y a personne parmi ceux-là qui étaient concernés par la crise. Donc je voudrais vous dire, M. Hervé, qu'aujourd'hui, nous pensons que le pouvoir a besoin de cette crise anglophone. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont eu 90% de voix dans le Nord-Ouest, alors qu'il n'y a pas eu vote. Ils avaient besoin justement de la crise pour pouvoir faire le hold-up qu'ils ont fait. Célestin Diamène. Je crois que je voudrais apporter ici une précision et faire 2 commentaires par rapport à ce que je viens d'entendre sur le plateau. Je connais très bien mon ami Manakani, il est tout sauf un démagogue. Cependant, il a parlé tout à l'heure du président, du professeur Kamto,
président légitime du Cameroun, en disant, est-ce que je peux continuer? Oui, tu peux continuer. En disant que le président Kamto a passé 7 ans au gouvernement, ce qui n'est pas faux. Je rappelle que le président Kamto a été nommé en 2004. Il était membre de la société civile, technicien du droit. Il n'était pas l'entrepreneur politique. Pas du tout. Ça alors. Le MRC est créé en SDF. Pas du tout. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Je mets au défi qui que ce soit de me démontrer que le procès Kamto a été soit membre du SDF, soit membre du RDPC. Je mets au défi. Je vais le faire tout de suite. Et maintenant, je continue. Donc, il a passé 7 ans au gouvernement comme technicien du droit. Il est devenu entrepreneur politique en 2012, président du MRC. Demandez maintenant au professeur Kamto d'adhérer à un gouvernement BIA, si vous dira oui. Évidemment, ce sera non. Tout comme moi, ça fait 22 ans que je fais de la politique. En tant qu'acteur politique, je vous dis, ne parlez pas de mots, je vous redis que un homme cohérent ne peut pas pourfendre un système et y adhérer quand on l'appelle. C'est l'incohérence la plus totale. Ça, c'était la précision. Maintenant, sur le deuxième cas. Mais là, je vous dis davantage. Ce que Vandakani dit que le MRC encourage la crise. J'arrive, laissez-moi finir. Quand on me dit que le professeur Kamto parraine la crise, non, je crois que mon cher ami Mané faudrait retirer ces mots. Comment peut-on dire qu'un républicain, candidat à la présidence de la République, Vandakani veut retirer ces mots? Évidemment non. Okay. Élu légitime comme président légitime du Cameroun, parraine la crise, sous-entendu qui serait même le parrain des sécessionnistes. Non. Mais ça, c'est extrêmement grave. Le président Kamto a toujours dit et répété que la sécession n'est pas une option. Il faut parler à tout le monde, ça c'est évident. On est tous les Camerounais. Mais la sécession, il a dit et répété de manière totale, partout où il passait, que la sécession n'est pas une option pour le Cameroun. Moi, je vous dis ici, je redis ma conviction. Je ne suis pas entré en politique pour militer pour deux Cameroun. Vous savez, ceux qui nous ont précédés, les Rwandiers, les Moumiers, tous ceux qui sont battus pour nous, sont morts pour une patrie, pour le rassemblement de tous les Camerounais. On ne peut donc pas concevoir que les gens se levassent pour exiger qu'il y ait deux Cameroun. Ça, c'est clair et net. Donc, Kamto ne peut pas être parrain de qui que ce soit dans ce sens-là, qu'il soit clair, net et précis. Maintenant, le troisième point. Quand on dit que M. Biya est un homme de dialogue, je ne sais pas si je dois rire ou en pleurer. M. Biya n'a jamais dialogué, Chabana, avec personne au Cameroun. C'est un homme qui adore les divisions, là où il y a des querelles, là où il y a des calculs politiciens, c'est là son dada. Il a toujours adoré ça. Il a toujours remplacé les hommes de certains villages par d'autres personnes d'autres villages. C'est un communautariste. Maintenant, quand M. Kounia tout à l'heure a dit qu'on ne peut pas parler d'un cessez-le-feu sans prérequis. Le prérequis, c'est quoi? C'est évidemment, il a raison, le dialogue. Pourquoi tu as quitté le SDF? Je suis en train de vous dire. C'est mon choix le plus absolu. Allez-y. Vous savez pourquoi vous apportez des arguments? Vous savez que les arguments juste arrivent et vous déstabiliser. Il ne faut pas déstabiliser, vous savez. Pourquoi Singapour a quitté le RDPC? Bon, c'est une parenthèse. Alors maintenant, je vais vous dire simplement que qu'aujourd'hui, terminer sur la question. Monsieur Biya, s'il voulait dialoguer, il l'aurait fait depuis. Il a préféré voyager à Abidjan, à New York, à Lausanne, alors que Bamenda, c'est à 400 km. Merci. Je termine pour dire que le cardinal Christian Toumi a fait des propositions de conférence 2 fois. Ça a été repoussé dans le gouvernement par le gouvernement. Laissez au moins les citoyens s'exprimer sur le dialogue, à défaut de vouloir vous-même le dialogue. Donc, M. Biya, c'est l'homme de la division. Il n'a jamais été rassemblé dans sa vie. Merci. Jamais. Alors, Hervé, vous allez répondre, mais je voudrais mettre cette question et pour ramener pour revenir au thème, enjeu sur la crise anglophone. Lorsqu'on sait que les ministres, assez souvent, je ne veux pas dire ne prennent pas les décisions, mais pour les décisions sur haute instruction du chef de l'État, est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce qu'on peut être serein, rassuré qu'ils auront l'initiative suffisante pour aller au front véritablement, sans forcément attendre les hautes instructions du président de la République? D'abord, le travail gouvernemental, ce n'est pas de la pagaille. J'ai entendu
mon ami Célestin Diamé essayait de transformer le gouvernement en cabinet d'avocats tout à l'heure. Je crois que c'est aussi une méconnaissance de ce que c'est qu'un gouvernement dans une république, ou alors c'est fait à dessein pour créer la confusion. Au gouvernement, on fait de la politique. Même si on a la tête d'un département, on veille à la traduction administrative et économique du projet politique à la tête du département. Fermons le guillemets. Moi, je vais faire quand même un peu de rappel à l'ordre. J'aurais été membre de notre parti. Pardon, s'il te plaît. Moi, tu sais que mon engagement politique, c'est pas parler dans le gouvernement. S'il te plaît. Il se trouve que j'ai une proximité d'âge. Je m'applique avec celui dont vous parlez et je sais quelles ont été ses fréquentations. On peut en parler parce que moi j'étais là à ce moment. Je peux aller là à ce moment. Attends, s'il te plaît. Dans l'époque, il est encore SDF. Je peux dire à Célestin Mangla qu'il a été SDF, c'est pas l'insulter, c'est rappelé historiquement et c'est le cas aussi de Maurice. Bon, alors, s'il te plaît, les élections présidentielles ont été l'occasion pour que les différents candidats, puisqu'ils veulent qu'on reste toujours dans la campagne présidentielle, alors que le président a prêté seulement. Et ça a été l'occasion pour que chacun soit clair sur cette question de principe dans la vie de notre République. Et le peuple souverain a tranché. Il a fait le choix de désigner à 71% le candidat qui était pour un candidat. On ne va pas rester. Non. Je vais revenir. Mais je voulais rappeler parce que notre malheur dans le débat politique aujourd'hui, c'est des gens qui refusent qu'on avance et qui veulent jouer un deuxième tour des élections qui ont eu lieu, on ne reviendra pas du tout. Alors, dire que le président, parce que là, le député voulait que j'aille vite, dire que le président n'est pas un homme de dialogue, c'est quand même être téméraire intellectuellement, prendre trop de liberté avec la vérité. Je voudrais rappeler quelques faits. Le président a dans son gouvernement des gens qui étaient contre lui. Le président... C'est le dialogue, ça. Ben, écoutez, la politique, c'est de la tolérance, c'est un moment de dire... Monsieur Kougné, vous me laissez aller... Mais nous parlons du dialogue, tu parles de la tolérance comment? Vous avez votre tour de parole. Allez-y, Yves. Le problème, je vais laisser... Non, tu es au sujet. Tu es au sujet, mon ami. Emmanuel. Monsieur Kougné, c'est toujours listé dans le débat, c'est pas la grosse... Non, allons-y. Il faut qu'il aille. C'est toi qui es gros. Quand vous parlez, je vous laisse aller jusqu'au bout. Je vous laisse aller jusqu'au bout. Allez-y, Yves. Député, pour dialoguer, il faut qu'on respecte un certain nombre de principes qui nous soient communs. Et Mandakani l'a rappelé tout à l'heure, la Constitution est le premier cadre d'un dialogue. Un dialogue, ce n'est pas du tout venant, où n'importe qui vient aboyer, dit n'importe quoi. Le président prête serment pour protéger l'intégrité territoriale et l'unité du pays. Il ne va pas rentrer dans un débat, une conversation où certains contestent ce principe. Maintenant, pour revenir au quotidien, c'est bien. Nous sommes les uns les autres dont certains entretiennent des relations. Disons-nous la vérité. Quand vous lisez La peste d'Albert Camus, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire cette peste, et je sais que c'est le seul à lire, il y a des gens qui profitent d'une situation de guerre, que le président appelle les entrepreneurs du désert de la guerre, qui peuvent profiter politiquement et économiquement. Si tout le monde s'inscrit dans le fait que nous voulons la paix et l'unité, mais faites quelque chose, dites à ceux qui portent les armes contre la République de les déposer. Et vous accusez le MRC d'avoir jamais fait cet appel. Attends, moi, en ce qui concerne le MRC, je sais simplement que le candidat du MRC qui a été battu a dit, sur cette question, votez pour moi, on verra après. Pour moi, c'est un démagogue. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donnez-moi 90 jours, je peux aller jusqu'au bout. Je peux aller au bout, c'est s'il te plaît. Célestin, nous étions tous ici, d'accord? Donnez-moi 90 jours, votez pour moi, on verra après. Un autre a même dit, quand vous voterez pour moi, après, je vous donnerai le paradis. Ils ont promis tout et rien. Mais pour revenir à la réalité qui nous affecte aujourd'hui, nous voulons la paix et l'unité de notre pays. Et pour cela, il faut que chacun s'inscrive dans cette dynamique. Lorsque Kougné dit qu'on n'a pas mis en place, ou même Eric a commis cette erreur, les institutions comme le comité national DDR et puis même la commission sur le pluralisme sont des cadres qu'on devrait se saisir. Et pour finir sur... Pardon? DDR. Bon, si c'est votre idée, c'est très bien. Si ça peut participer à la construction du Cameroun, c'est bien. C'est vous qui avez créé le DDR en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, n'importe quoi. Donc, pour clôturer sur cette question-là, ce n'est pas du côté du président Paul Biagé qu'on peut dire qu'il y a un blocage sur le dialogue. Il fait tout pour que cela se décante. Mais il se trouve, et Bandakani a mis le doigt, on ne va plus faire l'économie de ce débat, qu'il y a des corps étrangers qui ont voulu prendre le Cameroun comme un terrain de jeu et qui s'amusent et qui aujourd'hui relèvent de la grande criminalité. Si vous voulez qu'il n'y ait plus d'armée dans ce pays,
réussissait à faire un référendum contre supprimer l'armée. Quelle est la République qui n'a pas le droit de se défendre? On tue nos sous-préfets, on tue nos militaires, et nous on reste comme ça. Un peu insatisfait sur la question des hautes instructions et la marge de manœuvre des ministres. Non, moi je vais répondre rapidement, puisque on va dans une polémique élégante et de gentleman, mais allons-y jusqu'au bout. Moi, mon connu m'a interpellé en disant que j'ai un discours vatraquin. Vous avez le droit de le dire, mon cher ami. Mais moi, je vais pointer vos contradictions. Lorsque vous vouliez faire votre congrès dernièrement, et que cet ambassadeur menaçait le chairman de votre parti, à qui allez-vous faire appel? Au gardien de la paix. À la main du Cameroun. Il ne faut pas jouer le jeu. Il ne faut pas parler Camerounais pour des idiots. Il fallait démontrer que ils ont raison et que vraiment, à négocier avec eux. Vous avez fait appel à la main du Cameroun. Donc il faut que, je comprends que vous êtes en campagne, c'est votre fierté, votre bastion, il faut que vous faites vous assumez une fonction tribunicienne pour canaliser les gens vers vous, c'est votre droit, mais vous n'avez pas, ça ne vous donne pas, n'est-ce pas, la légitimité de me dire que j'ai un discours en guerre, alors que je défends les institutions dans lesquelles vous siégez, depuis pratiquement plus de 20 ans, je veux dire, quel est ce parti qui est dans les institutions et qui soutient des maquisards qui démantèlent les institutions sur des bases ahurissantes, des bases inacceptables. C'est une contradiction que vous devez assumer, mon cher ami Kounié, avec tout le respect que je vous donne. Évidemment, mon cher Djamel, je ne peux pas retirer ce que j'ai dit. Le président Kamto parraine politiquement les sécessionnistes. Vous ne pouvez pas être contre la sécession. Très grave. Je peux continuer. Vous ne pouvez pas, mon cher ami Célestin. Attention, il dépose les plaintes partout maintenant. On se rend compte qu'il n'y a même pas de plainte. Donc j'attends ma plainte. Donc je dis donc que vous ne pouvez pas être contre la sécession, M. Djamel, et soutenir l'action des sécessionnistes. Quand et où? Mais vous ne pouvez pas. Quand vous trouvez normal, je peux continuer. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas dire des choses aussi énormes à mon horizon. Dit que vous prenez en charge la sécession quand même. Laissez le projet. Lorsque il ne veut pas le dire, M. Djamel connaît comme la sécession. Mais quand vous prenez en charge leurs revendications, ce n'est pas nous qui avons demandé à M. Djamel il y a quelques mois d'appeler à l'intervention de l'ONU au Cameroun pour régler la crise anglophone. Ça, vous allez le nier? J'ai le journal. C'est ça la sécession. Mais c'est ça, c'est sûr. Mais c'est clair. Je sais soutenir la sécession. Est-ce que je peux parler? Une contradiction flagrante là-bas. Elle n'est pas flagrante. Si. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la sécession et prendre en charge leurs revendications. Ce sont les revendications sécessionnistes qui font de les sécessionnistes, mon cher Djamel. Sinon, c'est quoi? Mais le MRC, s'il te plaît, Banda, le MRC a une façon sélective de présenter la situation au Cameroun. Monsieur Ndiamen a dit à Kinshasa, il dit à Kinshasa que la commission électorale indépendante n'avait pas le droit, pardon, la conférence épiscopale n'avait pas le droit de parler des élections, mais au Cameroun, lui, il était derrière quelqu'un qui donnait les résultats des élections dans sa chambre. On va la sérénité de la parole. Vous reviendrez, je fais pas parce qu'avec ou la parole tout le temps, ce que tu viens de faire là. Allez. On ne peut pas dire qu'on est contre la sécession et prendre en charge les revendications sécessionnistes. On ne peut pas. Parce qu'ils sont sécessionnistes sur la base de ces revendications, justement. C'est une contradiction que vous devez régler alors maintenant. Comme vous dites que monsieur, comme le président Kamto est entré au gouvernement comme une tradition de droit, vous me faites sourire. Le ministre, c'est un poste politique, c'est pas un poste de déterminisme, c'est tout. C'est pas un poste politique. Et nous avons les preuves. Je peux continuer. Et nous savons que le président Kamto a démarché. Arrête de l'appeler président, M. Kamto. Il est le président de quoi? Du MSC. Ah bon, alors d'accord. Le président, le moment est président du parti. Vous avez peur qu'il est le président du Cameroun? Je nourris de la haine. Il va pas dire comment se reflète. Allez-y. Le président Kamto a démarché pour entrer au gouvernement. Nous avons les preuves en son temps. Il a cherché à intégrer le gouvernement du Cameroun. Il a cherché à l'intégrer. Et en 2004, il prend un article pour rappeler, justement l'article républicain, pour rappeler aux gens de respecter le verdict des urnes. Parce que quand il est proclamé, il devient sacré. C'est vous qui avez dit qu'il est républicain, mais ce n'est pas moi, Bandakani. Vous l'avez dit. Comment un républicain peut s'auto-proclamer président du République? Des variations climatiques. Moi je prends votre mot. Vous allez nous démontrer comment un républicain peut
peut s'autoproclamer président de la République. Et quand je dis qu'il est un crypto-sécessionniste, vous trouvez que que j'exagère. Le fait de s'autoproclamer président de la République, alors que vous faites devenir républicain, démontre que ça ne lui coûte rien de jouer au crypto-sécessionniste. Donc, vous êtes dans votre logique. Un jour, vous êtes républicain, et un matin, vous êtes un maquisard. Et encore que ce mot dans ma tradition politique est très noble. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes des maquisards qui veulent vendre le pays à l'étranger. Oh là là. Parce que vous soutenez, oui, monsieur, comme je le répète, a appelé l'ONU de venir intervenir. Et l'intervention n'était même pas. Il faut lire les termes de cet appel. Il faut lire. Remaniement ministériel enjeu sur la crise anglophone. C'est ça. On en est loin. Avec le MRC. On en est loin. Elle a touché à MRC se reflète. Alors, monsieur Dramé, je vous connais. J'espère que vous n'êtes pas de cette clique d'hommes politiques qui, quand ils sont dépassés, qui refusent sous la soutane de M. Toumi. Il faut arrêter ça. Il est cardinal, il est une autorité morale pour les catholiques, mais pour nous, c'était un cardinal Toumi n'est pas là. Il a cité. Non, et moi il est représenté. Il a cité. Moment n'était pas là quand il a cité parce que chaque fois que mon cher Tongo Digital, chaque fois que certains politiciens sont dépassés, ils vont amener ce cardinal. Qui a le droit à un repos mérité. Simplement. Il se repose, il est cardinal. Simplement, nous disons que si le cardinal veut faire la politique, on enlève la soutane. Il nous dit carrément que tous les membres viennent de séparer. Vous prenez sa soutane comme deux dernières interventions sur Célestin et puis Emmanuel, les deux dernières interventions sur cet aspect, et puis on passe aux questions économiques. Le philosophe Paul Valéry disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je laisse Barakani dans ses excès concernant M. Kamto. Je répète que je mets au défi qui que ce soit de démontrer que le professeur Kamto soutient la sécession. Pour moi, c'est une énormité politique. C'est une phrase qu'il faut absolument retirer. Mais je connais mon ami Barakani, je suis convaincu qu'il ne le pense pas. Kamto a toujours dénoncé la sécession. C'est évident, puisqu'il lutte pour le Cameroun. Il a été candidat pour la présidence d'un Cameroun. Je termine en disant tout simplement que aujourd'hui, tout le monde le sait, la calomnie ne peut pas remplacer les idées. La détestation en politique, ça ne fonctionne pas. Je veux simplement rappeler que le cardinal Toumi est aussi citoyen. Il a le droit d'émettre les idées. Il a le droit de prendre des initiatives. De mauvaises idées. Oui, ça c'est un jugement. Je ne suis pas dans le jugement de valeur. Moi je dis il est chrétien, mais ça demande un peu de respect. On parle de respect sur ce plateau. Alors, ce qui est vrai pour vous, non je termine. Ce qui est vrai pour toi, Amanda, doit l'être également pour le cardinal Toumi. Je ne le connais pas comme un terroriste ou comme un marquisat, comme un criminel. Pour ce qui concerne le MRC, nous sommes inscrits. D'ailleurs, vous savez très bien que le président légitime Kamto a dénoncé c'était un groupuscule de terroristes qui voulaient fomenter un coup d'État. Et M. Mbargangele Martin l'a reconnu par écrit. Ah bon? Par écrit. Donc ça c'est démontré. Donc c'est pour dire que si on parle dans ce pays d'état de service, je crois que Kamto, Bakassi mis à part, est un homme qui a démontré totalement son amour et son patriotisme. Voilà, bon, moi je viens d'entendre beaucoup de choses là. Je ne sais pas par où commencer. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ceux qui parlent de la sécession sont des Camerounais. Nous, dans notre compréhension, on n'a pas commencé par la sécession. Les gens ont commencé par des revendications simples. C'est parce que le pouvoir s'est braqué et a refusé toute avancée dans les revendications. Et à chaque fois qu'il fallait trouver une solution à un problème, il reposait le problème à sa manière, le pouvoir, et il donnait des solutions qui ne correspondaient pas du tout aux revendications des populations. C'est la même chose pour l'éducation et la même chose pour le problème juridique. Bon, maintenant, quand on veut agiter, n'est-ce pas, la sécession comme c'était un fétiche, c'est-à-dire que dès que vous parlez de la sécession, vous êtes dangereux. Écoutez, monsieur, moi je pense même que ceux qui parlent de la sécession
ne sont pas des sécessionnistes. Ils demandent le plus pour avoir le moins. Oui. Généralement, je pense que... Au point de prendre les armes? Non, au point de prendre les armes. Ils ont pris les armes quand? Ils ont pris les armes. Quel que soit le moment. Ils ont pris les armes quand on a commencé. L'armée qui a commencé à tirer. C'est quand ils ont dit qu'ils faisaient l'indépendance. On a tué. Écoutez, cher monsieur. L'armée doit tuer. L'armée tue. Si toute l'armée a tué un parent ou a tué toute maman et tout ça, et que les enfants de cette famille réagissent, c'est une réaction normale. Même si non, tu ne peux pas tuer mon père, qui que tu sois. Qui que tu sois, tu tues mon père, le peuple dit que je dois réagir. Tu ne peux pas tuer mon père. Vous n'agissez pas les voies légales, par la justice. Non, justement, on est dans la République. Mais vous ne pouvez pas penser que... Parce que le militaire qui tue, il ne sera jamais... Nous n'avons pas entendu. Un militaire a été traduit au militaire. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous avez dit tout à l'heure que l'ONU, les gens ont demandé à l'ONU d'intervenir. Cher monsieur, quand nous regardons près de 1000 morts, je ne sais pas combien de morts il y a là-bas. Tu sais pas, mais tu sais pas. Il y a des tas de morts. Nous savons qu'il y a beaucoup de morts là-bas. Si même le diable peut venir stopper cette affaire, c'est-à-dire le diable avec les cornes peut venir faire en sorte qu'on ne tue plus personne, nous lui dirons, stoppe-nous d'abord ça. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que chaque jour, qu'on vient nous dire, qu'on nous montre dans les réseaux sociaux, comment on est en train d'égorger quelqu'un, comment on est en train de tuer nos enfants. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, le pouvoir a créé, c'est-à-dire a créé les conditions de la banalisation de la violence. Parce que rien n'est fait pour que la violence n'ait plus lieu. Et puis, nous avons parlé du DDR tout à l'heure. Vous avez dit, il faut que les gens déposent des armes, d'accord. Mais sachez que partout où on a parlé du DDR sans créer les conditions des escalades, ça n'a pas marché. Au Mali par exemple, on a instauré le DDR. Mais dès lors qu'on a tué un chef, je crois que c'était un chef Touareg, cette façon-là est sortie du DDR et a commencé à tirer. À la République centrafricaine, on a instauré le DDR. Lors qu'on a arrêté un chef de guerre en France et qu'on a amené à ces pays, les gars sont sortis du DDR. Donc pour arriver au DDR, il faudrait d'abord créer les conditions de désescalade. Et nous avons dit dans notre programme, nous avons le SIF. Nous avons dit pendant la campagne électorale. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On a eu quelle voix? Vous en avez eu? Vous avez volé tous les procès-verbaux, vous dites que vous avez terminé. Vous avez dit? Nous avons dit que le DDR doit venir en dernier lieu dans un processus. Et qu'il fallait commencer par la désescalade, et ensuite le dialogue, et enfin le DDR. Vous ne pouvez pas en train de tirer, les autres tirent, et vous leur dites ce n'est pas possible. La sécession pour vous semble être un fétiche. Et quand on parle de la sécession, vous voyez faire peur aux gens. Mais je vous dis que cette méthode, cette stratégie que vous développez, c'est une stratégie de va en guerre, et vous voulez maintenir la crise parce que vous pensez que le RDP va prendre toutes les voies du nord. En 1 minute, 22h15, ça ne doit pas continuer. Il est 22h14, et vers 1 minute pour... La preuve que nous sommes vraiment en démocratie et certains en abusent, c'est d'assister à un débat de ce niveau où un homme respecté comme Emmanuel vient au même pied, à équidistance, l'armée d'une république souveraine indépendante du Cameroun, au même pied qu'une bande de bandits. Mais ils sont face à face. Ils sont face à face. Mais s'il te plaît, je parle. Mais ils sont face à face. Sauf que je te réponds. Ça relève tout simplement la confusion. Et ça prouve que vous n'avez mené aucune réflexion sur cette question, malgré le fait que ce soit considéré à l'époque que ce sont vos terres électorales. Donc ça fait 2 ans que vous menez les réflexions. Ça fait 2 ans, la crise est là. Vous menez quelle réflexion? Vous ne comprenez rien du tout du sujet. Et vous pensez que vous menez des réflexions. La crise est là depuis 2 ans. Ils mènent quelle réflexion? Vous avez terminé là-dessus, lui aussi termine. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Vous vouliez parler des questions économiques tout à l'heure. Oui, on va y arriver. Monsieur Kouni, dans le DDR, il y a des armements de mobilisation. Et on n'a fait rien. Vous dites qu'il y a un cheminement, je suis en train de parler en français, c'est facile pour ceux qui l'écoutent, parce que toi tu es imperméable à la vérité. Donc, le problème que nous avons actuellement, c'est ce mode d'incompréhension où les partis responsables s'inscrivent dans la cacophonie politique. Nous devons faire bloc. Cette question n'est plus une question idéologique, c'est une question de principe même de l'existence du Cameroun. Et vous ne demandez pas au président de faire ce que la Constitution n'autorise pas qu'il fasse. Donc, je termine. Je termine. Ah, justement, ça tombe bien. Il me rappelle, justement, le cas de la France est extraordinaire, parce que ça apporte des réponses que certains n'ont pas voulu avoir, et c'est pendant notre campagne électorale. Lorsqu'une nation s'aventure dans des expériences hasardeuses avec
des gens qui n'ont pour argument que la jeunesse et puis le risque de sa dislocation, c'est ce qui se passe en France actuellement. Et ça, nous ne l'acceptons pas pour le Cameroun, parce que jeunesse n'est pas synonyme ni de talent, ni de performance, ni de compétence, ni de rien, ni de sérieux. Alors, pour finir sur cette question, je pense que le président a engagé un processus. Tous ceux qui ont le pouvoir, y compris son éminence au cardinal Toumi, qui peuvent influencer, je l'ai dit à Eric Tchingé tout à l'heure, qui disent d'abord aux autres de déposer les armes et que tout le monde se parle. Merci. Monsieur Kounié, toi, ton Cameroun s'arrête entre Bonanjo et Ndokoti. Moi, je suis, par mes grands-parents, je viens des montagnes de Babimbi. Tu sais, depuis combien de temps les gens vivent encore dans le groupement? Est-ce qu'ils ont pris les armes contre c'est Benjamin. Non, Emmanuel. En 30 secondes. 30 secondes, c'est je voudrais simplement dire que les auteurs de cette crise anglophone, de cette guerre, sont connus. L'auteur principal est connu. On sait qu'il y a un pompier pyromane qui n'a jamais daigné faire le moindre voyage dans la région concernée. C'est évidemment le président proclamé. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, en revanche, je pense que nos soldats ont été victimes de certains soi-disant sécessionnistes qui se sont, au fil de l'eau, transformés en gangsters, qui raquettent les populations du sud-ouest et du nord-ouest. Ça, je ne peux pas le supporter. Parce que la première victime, c'est souvent ces populations-là. Il y a des deux côtés des personnes qui ont été victimes de ça. Il faut condamner les tueries des deux côtés. Aussi bien les zélés de l'armée, certains éléments minoritaires, et des bandits, parce qu'il y en a aussi, au même moment, de la même manière qu'à l'UPC que dans l'époque du maquis, il y avait des bandits, n'est-ce pas, qui raquettaient, qui luttaient aux côtés des vrais en un mot, en deux secondes. Pourquoi, du Petit bord, on fait l'impasse sur le fait que cette guerre provient du fait que des compatriotes ont vendu deux régions à des entreprises étrangères avec le mandat de personnes. Alors, vous disons le c'est le dilatoire, en fait. Tu ne peux pas prouver ce que tu dis. Laisse-moi parler. Qu'est-ce qu'il raconte là? Toi, quand tu accuses le président, Emmanuel, écoutons-le. Il demande la preuve. Mais il connaît le juge. Est-ce qu'il y a des reçus? Il demande la preuve. Oui, il y a des reçus. Laisse-moi parler. On saura comment s'il ne parle pas. Ils font toujours comme ça. C'est ça que je veux dire. La commission de régulation des marchés financiers de l'État canadien de l'Alberta a fait un rapport où il interpelle les autorités américaines sur le comportement d'une entreprise qu'on appelle Kilimanjaro avec des rapports clairs. Et cette entreprise spécule sur les régions du nord-ouest et du sud. Merci. On va prendre la transition. L'exemple maintenant. On fait les enjeux économiques. Vous avez vu la crise en Catalogne, n'est-ce pas? Toute l'Europe et tous les partis d'Espagne ont fait bloc autour de l'indivisibilité de l'Espagne. C'est une honte de voir des hommes politiques au Cameroun soutenir une entreprise de démantèlement de la République au nom des intérêts politiques inavoués. Merci. Transition. Les enjeux économiques du remaniement ministériel du 4 janvier, je commence par vous, Emmanuel, les défis. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé, il a donné le cap, c'était le 31 décembre 2018, lors de son adresse à la nation. On sait également que le Cameroun est dans un programme bien ciblé et calibré avec le FMI. Est-ce que le fait de garder le dispositif pour les questions financières et économiques dans ce remaniement ministériel, je rappelle que lui, Paul Moutaza, a gardé le ministère des Finances et que Alamine Ousmane est toujours au ministère de l'économie, du plan d'aménagement du territoire. Peut-être une extension, je vais tricher un peu, en disant qu'il y a eu un changement au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est évidemment un enjeu, puisqu'on ne doit pas... On parle davantage ou de plus en plus de l'agriculture de deuxième génération, un spécialiste, un ingénieur sur ces questions. Donc, sur cette lecture-là, qu'est-ce que vous en dites? Je veux dire que ce remaniement nous a laissé sur notre faim, pour la simple raison que nous croyons qu'il était établi que par rapport, n'est-ce pas, à la gestion de notre économie, qui s'est achevée même par ce que nous avons eu au niveau de la CAN, on peut dire, sans risque de se tromper, que ce gouvernement a lamentablement échoué. Donc on s'est attendu à ce que, au moins, le casting de ceux qui s'occupent particulièrement, n'est-ce pas, des affaires économiques change. Mais il se trouve que ces gens sont restés sur place. Quand vous regardez les projets structurants ont commencé dans les années 2013 par là, 2012-2013, et plus
plusieurs chantiers étaient annoncés pour être mis en service en 2016. Nous sommes en 2019. Si vous prenez les barrages, on nous annonce que certains barrages aujourd'hui ont besoin d'autres projets supplémentaires qui vont pouvoir leur permettre de fonctionner, notamment, n'est-ce pas, les projets de transfert d'énergie. Ça veut dire que les projets n'étaient pas matures, les projets n'avaient pas été conçus jusqu'à la mise en service. Quand on regarde par exemple le port en eau profonde de Kribi, qui aujourd'hui n'a que 2 quais, et quand on se rend compte que le port de Douala a aujourd'hui un problème parce que le Tchad et la République centrafricaine sont en train de vouloir, n'est-ce pas, importer leurs marchandises. C'est le Congo ça. Non, c'est pas le Congo ça. C'est le Congo ça. Leurs marchandises. Je vous dis et je vous répète que ce n'est pas le Congo ça parce que le 30 mai, il y a eu un accord qui a été signé entre le Tchad et ce pays-là. Le port de Pointe-Noire doit servir, n'est-ce pas, à la République centrafricaine, je crois, et le port du Soudan doit servir. Ils n'ont pas dit qu'ils ne reviendront pas. Mais il faut noter que, n'est-ce pas, sur le corridor Douala septentrion, il y a 78 000 camions et que ces États-là se plaignent parce qu'ils ont perdu près de 175 milliards d'espace sur le corridor parce qu'il y a des points de péage excessifs, c'est-à-dire la corruption est inadmissible, n'est-ce pas, sur ce corridor. Alors, le port en eau profonde de Kribi, aujourd'hui, on n'est pas en train de mettre sur pied, on ne réfléchit même pas sur comment est-ce qu'on va faire pour que, n'est-ce pas, les autres équipements qui doivent permettre de fonctionner normalement soient mis en place. Et je pense que le Cameroun aujourd'hui a un sérieux problème de financement de ce projet. Vous vous souvenez que la première fois que Mme Lagarde est venue ici avec son Fonds monétaire international, le premier reproche c'était de dire qu'on ne peut pas commencer autant de projets structurants à la fois et qu'il fallait y aller progressivement. Mais nous avions commencé plusieurs projets à la fois. Et quand on s'est rendu compte que la crise nous avait plus permis d'avoir des financements, on est entré dans les financements dans tous les sens. Et d'ailleurs, le président, lors de son discours de fin d'année, a prescrit à ce gouvernement de privilégier les prêts concessionnels. Dans son discours de fin d'année, de privilégier les prêts concessionnels. Mais je ne vois pas comment il peut privilégier les prêts concessionnels parce que le Fonds monétaire international, dans le programme qu'ils ont avec nous, il y a des plafonds d'endettement. Donc, pour qu'on puisse... Mais le Fonds monétaire international n'est pas le seul guichet. Non, c'est pas le seul guichet, je sais. Mais quand on parle de prêts concessionnels, je n'ai pas dit que c'est le seul guichet. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils vont essayer, comme d'habitude, d'aller vers les projets, les financements non concessionnels. C'est l'intention. Non, c'est pas les projets, puisque ils ont endetté le Cameroun majoritairement, n'est-ce pas, par les prêts non concessionnels, puisque aujourd'hui, le service de la dette dont on crie aujourd'hui tout le temps, ils nous disent nous avons notre dette soutenable parce que nous ne sommes qu'à 32%, etc. D'accord, l'encours de la dette est peut-être à un niveau assez acceptable, mais la qualité de la dette est tellement mauvaise qu'elle plombe le budget du Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir un budget avec 30% de votre budget qui sert à la dette. Et non pas seulement les 30% qui servent à la dette, vous avez c'est presque 50% de votre budget qui sert. Non, monsieur, il faut merci, 50% de votre budget qui sert au fonctionnement et 30% de la dette. Vous n'avez rien à investir. Et je voudrais vous faire remarquer que les autres panélistes vous ont écouté sagement. Alors, s'ils pouvaient souffrir à nous écouter aussi, parce qu'ils mélangent les choses qui sont... Je n'aime pas ce genre de... Ça, c'est un néophyte. Il ne sait pas de quoi il parle. Il dit que je mélange les choses. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je suis allergique à toute expression qui n'est pas... Je parle je reprends la parole. Attendez. Pardon, non, tu ne peux pas parler comme ça. Tu es en train de lire. Emmanuel Kounié, j'avais à peine fini de dire que nous avons écouté sagement votre développement. D'ailleurs, je vous ai laissé aisément développer. Vraiment, souffrons d'écouter aussi. Qu'il soit un peu élégant. Sinon, notez son élégant. Vous reviendrez la rattraper après, s'il vous plaît. Non, je voulais dire, monsieur le député, que Emmanuel n'a pas laissé aller jusqu'au bout. J'ai dit qu'il mélange des choses pertinentes, mais qui relèvent du quotidien. Par exemple, la situation du coût de transport entre le quai de Douala et le Tchad et la République centrafricaine, qui sont des problèmes réels auxquels le gouvernement s'attaque d'ailleurs, et des problèmes structurants. Maintenant, je ne vais pas relire mes journaux ici pour vous, mais je voulais dire une chose, et honnêtement, s'il n'y avait pas le respect du rituel républicain du remaniement, ce remaniement posait un problème.
parce que l'ensemble des problèmes qui doivent être résolus, certains n'ont pas le même calendrier, on doit le respecter. J'ai un exemple. Il est dans le rituel de la République après une élection majeure comme celle-là, qu'on renouvelle les hommes. Mais il est rare qu'une élection tombe au moment où vous préparez une canne et où vous avez sorti plus de 1 000 milliards. Et vous ne pouvez pas effacer d'un trait de crayon ceux qui savent où ils ont mis ces milliards en attendant qu'on commence la période de livraison au nom des chantiers. C'est tout. Ce qui fait qu'il y a des compartiments de ce gouvernement qui ne pourraient pas être touchés. Je veux développer, mais ça me suscite une question. Oui, mais je veux développer, mais ça me donne un sentiment, vraiment sans être péjoratif, sans être malsain, de navigation à vue. Je veux dire que quand on a fait le budget de 2018 à la fin 2017, on savait très bien que cette année on aura cette gamme, on savait qu'on aura ces élections, on savait tous ces engagements qu'on avait, on est allé au FMI, on le savait. On a eu cette élection et vous le dites, c'est un rendez-vous majeur dans une démocratie que de renouveler des hommes. Ne me faites pas croire que quand vous avez fini de dire ça, je peux continuer. Allez-y. Bon, voilà, d'abord parce que le seul pays qui a tenté de fabriquer de la fausse monnaie, le roi a fini presque de capiter. Et c'était un pays d'Europe. Je ne veux pas revenir là-dessus. À ce propos, Banda a raison, quand vous n'avez pas la planche à billets, vous n'êtes pas aussi indépendant pour faire n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que la rencontre, la conjugaison de plusieurs événements qui ont une grande importance ont fait qu'on ne pouvait pas faire le travail à 100%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer des positions des gens qui ont des comptes à rendre et qui sont dans des financiers de comptes à rendre. Je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, pour revenir sur la situation économique du Cameroun. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de faire un calendrier, un agencement de nos investissements pour ralentir un peu la fièvre qu'a créé les investissements sur la canne. Mais ces investissements ne sont pas perdus. Parce que ce sont des investissements qui ne consistaient pas seulement à regarder 90 minutes d'un match de football. Ça va augmenter les capacités, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, de la route principale économique de l'Afrique centrale, qui se trouve Douala, N'Djamena, Douala Bangui. Ça va améliorer la circulation. Ça va nous donner des travaux de voirie, la Douala Metouf, ça va faire un des bons. Donc ça va, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Le problème maintenant, c'est d'avoir une gestion vertueuse pour que le marché qui était passé de gré à gré à cause de l'urgence des événements ne soit plus justifié pour ceux qui ne sont pas passés. Vous comprenez? Parce que c'est le gré à gré qui augmente le coût de finances, de financement de ces marchés. Alors, quand j'ai voulu le dire, bon, je pense que la meilleure façon de faire la politique aujourd'hui, ce n'est pas de s'inscrire dans la critique systématique, c'est de dire nous sommes tous des Camerounais, certains d'entre nous, à un moment donné, sont choisis pour remplir des responsabilités. Nous devons être exigeants. Et Cindy l'a dit tout à l'heure, quand je lui ai demandé le système, c'est qui? Il faut que nous arrivions à une situation où la sanction tombe pour tous ceux qui s'écartent des règles de gestion de la chose publique. Et c'est un enjeu du septennat de grandes opportunités. C'est des choses de la Centrafrique que du Tchad de voir ailleurs qu'au port. Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est un fait divers. En réalité, le Tchad et la Centrafrique ont signé avec Pointe-Noire, qui est dans ce qu'on appelle port synthèse. C'est-à-dire que le port de toute la sous-région est une structure qui se gère, et le fait que la Centrafrique signe avec Pointe-Noire n'enlève pas l'activité au port de Douala. Ça peut alléger, améliorer. D'ailleurs, si ces ports-là travaillaient en circuit, ça allait améliorer la qualité. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de traverser le pont de la Dibamba avec des billes de bois, alors que le cabotage pouvait se faire à partir de DH Union, et que le billes de bois n'arrive pas à Douala avec les conséquences que nous avons sur les accidents de la circulation. Donc, Emmanuel a pris un fait, mais qui relève de l'activité normale, mais pour dire que nous sommes en crise, c'est-à-dire le port va s'assécher. Mais je suis d'accord avec lui que la corruption, que ce soit dans le point de barrage routier et tout, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ça augmente le coût d'activité de notre port. Avant de passer la parole à Célestin, je voudrais terminer avec vous. Je veux dire qu'au départ, on savait qu'on avait, au début des années 2010, le DSCE.
Aujourd'hui, on a voulu se demander quel est désormais le plan économique général. Là, je vais faire sauter peut-être pas Madakani ou Célestin. Moi, je ne crois pas que les options de la politique économique soient une Bible. Ok. Parce que le contexte international... Non, attendez. Les gens n'ont pas le courage de dire les choses. On y est peut-être sur le plan de principe, mais le cadre doit évoluer parce que la situation n'est pas la même. Nous avons eu la TAMICA en 2014. 2014. Ça n'a rien à voir avec le décès. Peut-être qu'on aurait dit, attendez, on a un plan, un programme, comment ça peut être compatible avec ce choix. Donc, je suis de ceux, parce que je suis libéral, qui ne pensent pas que les vérités de l'économie sont ignables, qu'on ne peut pas les bouger. Simplement, je suis d'accord avec lui, et là, ça ne fait même pas l'objet d'une idéologie. Il faut une gestion vertueuse des affaires publiques. Et le plan. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de plan, mais je dis ce plan doit évoluer. Par définition, et il faut que le pouvoir public ait le courage de le dire en disant ça a évolué, mais de telle manière. Merci. Moi, je dirais que la question de député Tongo est tout à fait pertinente, parce que quand il parle de cette Bible économique du Cameroun qui est censée être DSE, il est en train de vouloir nous faire comprendre qu'on ne peut pas à la fois définir la politique globale du Cameroun dans un document et en même temps se livrer de parallèle à des plans spéciaux. Je prends l'exemple très simple. Le plan spécial jeune de 102 milliards. Pourquoi a-t-il été mis en place alors même que la DSE est censée contenir les plans économiques de l'ensemble de la nation? Il y a quand même un problème. De deux, la thématique que tu as soulevée tout à l'heure, député, remaniement ministériel, enjeu économique. D'abord, je crois que pour une question de sémantique politique, il y a trois types de remaniement. Nous avons ce qu'on appelle le remaniement ministériel, qui concerne la réorganisation, n'est-ce pas, du gouvernement, en maintenant le même Premier ministre. Il y a ce qu'on appelle le changement de gouvernement, qui intervient quand il y a un changement de chef de gouvernement. Mais en même temps, quand on change de chef de gouvernement, on doit lui laisser les coups des franges pour réorganiser son gouvernement. Or, il se trouve que le 3 janvier à 17h, on a appris en Mondovision que M. Diangoute a été nommé Premier ministre. Il avait donc, de par la Constitution, le cadre, excusez-moi, donc de par la Constitution, le droit de proposer au président les ministres. Donc, il lui fallait, non, c'est très un temps convenable, un délai raisonnable pour constituer son gouvernement. Ça n'a pas été le cas, non, ça a été planifié à l'avance. Maintenant, il y a le cas aussi où on peut reconstituer un gouvernement de manière technique parce qu'il y a eu un décès, une démission. Ça n'a rien de fait. On l'a longuement vécu d'ailleurs. 4 fois seulement. Maintenant, quand on regarde bien, et tout à l'heure tu l'as rappelé, Dipita, tu as dit les ministères régaliens stratégiques n'ont pas bougé. Vous prenez l'économie, M. Alamine Ousmane, les finances, M. Moutazi, la justice, M. Laurent Esso, les affaires extérieures, M. Belabella, etc. Ces ministères n'ont pas changé. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas ni de changement, ni de remaniement. Donc, il y a ce qu'on appelle, et permettez-moi ce néologisme, un recompensement ministériel. C'est-à-dire que on a essayé de récompenser certaines communautés, certaines et maintenant vous dites que vous dites je suis en train de dire qu'aujourd'hui il est clair qu'il y a zéro enjeu économique. Regardez par exemple, on a pu parler par exemple du plan de relance économique. Quelles mesures concrètes le gouvernement a pris depuis lors pour relancer l'économie? Les salaires sont toujours aussi bas, donc ce qui amoindrit la consommation. Et quand on consomme moins, évidemment, les commerçants ont passé l'argent pour payer leurs impôts, par exemple, et pour relancer l'économie. Donc par les salaires, c'était possible, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, vous avez un taux de croissance qui peine à atteindre les 4%. Depuis des années, c'est absolument incroyable. Et cerise sur les gâteaux, vous avez l'entrée au FMI, la signature des APE. C'est extrêmement grave. Ouais. La signature des APE, c'est l'assassinat de l'économie camerounaise. Parce que quand vous permettez, m'interrompez, je t'ai pas interrompu. Quand vous permettez aux entreprises subventionnées européennes de venir déverser leur cochonnerie au Cameroun, sans taxe, d'abord vous créez un manque à gagner d'environ d'au moins 500 milliards chaque année. Minimum 500 milliards, donc on parle même de 500 à 1500 milliards, vous comprenez? Et ensuite, quelle compétitivité peuvent avoir les entreprises camerounaises pour tenir tête à ces entreprises-là? Je ne vais pas revenir sur les poulets congelés, mais je prends l'exemple simple. Le fabricant de bougies de Ngogada,
qui vend son paquet de bougies à 800 francs, n'est-ce pas? Il est confronté à un fournisseur français ou anglais ou allemand qui va vendre son paquet de bougies à 400 francs. Évidemment, au niveau du pouvoir d'achat des Camerounais ne lui permet pas d'acheter le paquet de bougies à 800 francs. Conséquence, les petits artisans camerounais sont complètement éteints. Je veux terminer en parlant simplement de l'aspect de la canne qui a été retirée, parce que ça aurait pu aussi, même si ce n'est pas un levier de développement à long terme, ça aurait pu créer un certain nombre d'emplois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a emprunté pratiquement 1500 milliards pour cette canne. La canne qui a été retirée. On sait qu'il y a des coupables. On sait que la plaque tournante de cette gestion, c'était le secrétariat général. Mais c'est pas vrai. Monsieur Ngongo et tout le reste, les voleurs de la République, ils ont été promus. Et je considère, regardez, monsieur Famdongo, je termine. Non, je vais terminer après moi. Non, tu vas laisser terminer. Attendez. Oui. Je souhaiterais moins que vous le retiriez. Non, attendez, Hervé. On connaît les personnes incluses dans ce scandale. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est bon. Je dis qu'il y a des personnes qui sont impliquées dans ce scandale. Okay. Celui qui se dit chef d'État n'a pas osé lever le petit doigt pour sanctionner. Or, tout le monde sait que la censure a une vertu. Je vais terminer par M. Famdongo. L'histoire des dons d'ordinateurs, n'est-ce pas, du président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? 500 000 ordinateurs dont la durée de vie ne dépasse pas 30 jours, n'est-ce pas, facturés à 150 000 francs CFA l'unité, vendus à 31 000 francs sur Internet. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on l'a élevé, ministre d'État. Ça veut dire que le message est simple. Voler, tirer. Non mais attendez, voler, et vous serez promis. Merci. Voilà malheureusement la réalité. Bandakani. Bon, je crois que il faut toujours rappeler que l'analyse qui est faite ici, c'est l'économie camerounaise par M. Kouni, M. Diamant, est marquée par la démagogie. Non, je ne vais pas allié objectif, c'est normal. Je l'assume. Mais est-ce qu'on se cache? J'ai soutenu le président de l'objectivité. Est-ce qu'on se cache? Ben, je suis cohérent depuis 2011. Célestin, on écoute. Je soutiens le président Biya. Et c'est un soutien patriotique de dignité. De dignité, et vous le savez, dignité. Ce n'est pas pour conquérir un circonstance, vous le savez. Donc vous dites que vous êtes démagogue parce que vous tous, vous êtes des libéraux. Vous tous, vous êtes des libéraux. Ce qu'on est socialiste, non, l'ESDF n'est pas un parti socialiste. J'ai votre programme politique. J'ai votre programme. Nous sommes membres de l'Internationale socialiste. Vous pensez que... Vous m'interrompez toujours. Allez-y donc. Monsieur Koundé, j'ai votre programme politique. J'ai le programme de M. Ozir Choix. Faut pas se proclamer social-démocrate pour avoir honte de dire qu'on est libéral. Vous êtes des libéraux. C'est pas un crime socialiste. Vous êtes des libéraux. Monsieur Ndiamel, votre parti, c'est un parti libéral. Vous dénoncez les APE. Pas un parti libéral. J'ai votre programme politique. Non, si je l'ai. Je l'ai lu. Non, le programme de campagne. Je prends ton témoin, je peux continuer. Je le prends à témoin et on vient ici avec le programme. Oui. Et je vais sortir des parce que je l'ai bien lu dans la campagne. Voilà. Donc aucun de vous ne va dénoncer les APE sous votre pouvoir. Aucun de vous. Aucun de censure. Mais comme tu ne peux pas le faire, le reste ne le fera pas. Vous ne le ferez pas. Donc ça ne sert à rien de dénoncer une affaire auquel vous croyez. Le président bien au moins le courage d'assumer ces options libérales et communautaires. Donc il faut l'assumer. Et donc il est au moins. Là, lui l'assume. Vous mentez aux Camerounais alors que vous avez la même pensée économique. Sauf que vous, devant les Camerounais, vous dites que non, c'est mauvais ce qu'il est en train de faire et tout, alors que les engagements qu'il prend au pouvoir, vous allez les assumer. Vous allez les assumer. À un moment donné, comme il avait dit, il faut tirer contre la politique. Donc, moi je dis une chose. Sur l'incohérence du DSE que vous avez convoqué, mais c'est pas un tableau de loi. Un document de cadrage stratégique, je peux un document peut évoluer en fonction des paramètres conjoncturels. Mais si la matrice fondamentale ne change pas, où est l'incohérence?
Où est l'incohérence? L'enfumage. Non, il n'y a pas d'incohérence. Donc, alors moi j'ai entendu, on dit, il y a 25 projets structurants, on a 7. 27, c'est pas sérieux. Comme si les 27 projets qu'elle a réussi. C'était un qui a réussi. Ah bon, on va emporter les routes. Je vais les jeter dans l'océan. Les routes qu'on a fait sur la pénétrante Est. On a fini. Est-ce qu'il peut c'est ça le manque de sérieux. Vous avez le droit de dire, M. Koudou, vous avez raison, que les projets sont immatures. Le président va le conduire ouvertement. C'est un fait. Mais dire que les 25 projets ont échoué, c'est la démagogie. Avant, vous ne connaissez même pas la pertinence de ces projets. Maintenant, vous commencez à connaître la pertinence de ces projets. Voilà, ça vous gêne de reconnaître ça. Maintenant, vous dites non, ça a échoué. Ça n'a pas échoué. Il y a des projets structurels qui sont même bouclés pour certains. D'autres sont dans une phase de maturité, sont d'accord là-dessus. Alors, moi, je reviens maintenant dans le fond du débat. Moi, je pense qu'Hervé a évoqué ça. Quand on écoute le président a fait un discours, a dit 2 ou 3 choses fondamentales. Un, il a pris celui par pédagogie de définir ce que signifie l'émergence. Et de se passer d'un stade de sous-développement à un stade de développement. Le président a rappelé que les projets sont, l'état de maturation des projets est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà le mot que troisième chose, le président a dit, il est temps que notre démocratie devienne sociale. Il a dit clairement. Alors, à partir de là, moi je pose la question que il est temps que l'économie du Cameroun, nos économistes, là, pensent à notre économie au-delà du FMI de la Banque mondiale. Tout à l'heure, Eric l'a dit. Il a produit le système, mais il a dit clairement que la Banque mondiale n'a jamais... Quand vous dites le président a dit, oui. À qui parle-t-il? Il se parle à la nation. monsieur le à la nation, monsieur le c'est lui qui définit, c'est lui qui programme, c'est lui qui contracte les décrets de la nation. C'est le contrat que ça ne marche pas. Un homme aurait pu finir. S'il te plaît. Pour comprendre la psychologie de Paul Biya, je crois que beaucoup de gens l'écoutent et l'entendent mais ne veulent pas écouter. Dans le discours comme Bandakani a rappelé tout à l'heure, moi j'ai retenu une phrase. Il dit à pays comparable, le temps de maturation de projet n'est plus acceptable. Je peux vous dire une chose parce que je crois connaître un peu le sport que pratique le président, le tennis, n'est-ce pas? Le cyclisme et il pratique un autre sport. Le sondage. Non. Et ce sont des sports qui ont quelque chose de commun, n'est-ce pas? Le sondage. Endurance. Pour un bon service, il faut lever la balle. Et ça, c'est la propagande. C'est le temps de parole de candidat après 2021 aussi. Au volleyball, pour faire un grand service, on lève la balle avant de frapper, n'est-ce pas? Le fait qu'on élève certaines personnes, qu'on laisse ces personnes en place ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanction. Vous comprenez? Et les gens pratiquent au niveau de la femme. Dans le ministre d'État qu'on a promu. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Non, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des responsables du dévoiement du trésor public. Il a pris ton temps de parole. Non, s'il te plaît, s'il y a des gens responsables du dévoiement du trésor public, ils n'échapperont pas à la sanction. Pardon? Puisque M. Biya a le pouvoir perpétuel, il va attendre, il va sanctionner. Pour l'instant, c'est lui qui est élu, c'est pas toi. Je disais que j'ai lu le communautaire. Terminé. C'est un très bon livre. Je peux terminer? Allez, terminer. Est-ce qu'on peut terminer? Non, allez, vas-y. On n'a rien dit depuis. Alors, donc, je disais, le président dit qu'il est un libéral communautaire. C'est lui qui le dit. Et moi, je prends au mot. Ça veut dire qu'il n'est pas un libéral, comment on dit ça, pathologique. Non, il est libéral social. Social, communautaire. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la question de la maturation des projets dans notre pays est liée à une chose, à la corruption, en partie. La grande corruption. Et c'est là où je vais arriver. Pour dire que le problème que nous avons au Cameroun, en partie, c'est ce que j'appelle l'endocolona. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une partie de la haute administration a colonisé l'État pour en faire un butin. Après l'otage, il a colonisé l'État pour pouvoir faire un butin. Ils pillent l'État, ils sont devenus très riches. Et désormais, je parle de haut commis de l'État. Il y en a qui sont ministres et qui ont été maintenus. Ils pillent l'État, ils sont très riches et désormais, leurs intérêts individuels s'opposent aux intérêts de l'État. Absolument. C'est ça le problème.
Et c'est ça qu'il faut régler. On ne peut pas comprendre dans un pays qui a une croissance positive, mais qui ne se traduit pas par l'amélioration concrète des conditions de vie. On ne peut pas admettre que des ministres soient en même temps hommes d'affaires, propriétaires d'entreprises et font une concurrence inacceptable aux entrepreneurs normaux. C'est ce que le président a dénoncé. Normaux. C'est ça. Alors, donc nous disons que s'il y a une interpellation à faire au chef de l'État, c'est d'attaquer sérieusement ce problème. Merci. Et nous lui faisons confiance sur sa capacité à le faire. Il faut attaquer ce problème. C'est un des défis que le pays doit affronter dans les mois et les années qui viennent. Oui, moi je vais commencer par là où il a terminé. Les fonctionnaires payent l'État. Monsieur Bois, après le pouvoir en 82, il a trouvé que les fonctionnaires étaient interdits de faire les affaires. C'est lui qui a provoqué la déréglementation. Il a ramené le temps de travail. Il a fait la journée continue qui devait s'arrêter à 15h30 et il a fait en sorte que le samedi soit un jour libre pour permettre aux fonctionnaires d'avoir plus de latitude pour travailler dans l'agriculture et pour faire des affaires. C'est lui qui a créé ces conditions-là, donc il doit les assumer. Parce que si les gens ont appris à voler, c'est parce que tous les fonctionnaires ont des registres de commerce et ils l'ont eu par la bénédiction de monsieur. C'est pas mon principe. Premièrement. Non, mais le fonctionnaire d'évaluation, le fonctionnaire, s'il le fait, il y a, n'est-ce pas, comment dire, les délits d'initié, tout ce que tu veux, non, concurrence déloyale, etc. Donc il ne devrait pas le faire. Il faut qu'il stoppe déjà cette affaire, premièrement. Deuxièmement, vous avez dit que nous sommes un parti libéral. Je voudrais vous signaler que nous sommes un parti socialiste et vous avez dit, M. Madakani, que vous avez lu notre programme. Je suis certain que vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous l'aviez lu, vous l'aviez lu. Le programme, je l'ai défendu sur le plateau. Je sais que un rédacteur, mais quand vous parlez de libéralisme communautaire, ce n'est pas un programme. C'est un machin que vous avez retiré dans vous voulez 150 000 francs à chaque travailleur, et ça fait 30 000 milliards pour les payer au SMIC. Vous n'avez rien compris. Vous aurez pu demander pour qu'on vous explique. Explique-nous maintenant. 30 000 milliards. Si vous voulez, je vais vous l'expliquer. Je voudrais vous dire que nous avons. Je t'ai donné, mais je veux te dire que. C'est lui qui m'a donné le programme aussi. Je vous donne l'élément, n'est-ce pas? Je vous donne l'élément. Je vous donne l'élément. J'ai l'impression que. Permettez-moi de vous expliquer ce que vous ne connaissez pas. Je voudrais vous dire. Je voudrais vous édifier. Je voudrais vous dire que. Tu pars de vacances à Barcelone. Tu es communiste. Je voudrais vous dire que nous avons pensé. Dès que nous prenons le pouvoir, nous allons passer les vacances. Commencer tout par une loi d'orientation. Une loi d'orientation du contenu local. C'est du vocabulaire. C'est pas du vocabulaire. Quand les fonctionnaires camerounais, quand les militaires camerounais, parlons des militaires, s'habillent entièrement à l'étranger et dépensent environ 92 milliards pour payer les tenues. Je vous informe que la Sonnelle, pendant plus de 10 ans, habillé ces gens pas des entreprises camerounaises. Voilà. Quand ils vont acheter tout à l'étranger, vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes des libéraux. Oui, comment on fait dans ce cas? On fait une loi pour imposer qu'ils aillent en babouche? Non, on ne fait pas une loi. On permet aux PME et aux PMI de travailler. C'est vrai, il faut on oblige à l'État de privilégier, n'est-ce pas, les PME dans ses carnets de commandes. Et puis, il y a des secteurs où on dit qu'on interdit aux commandes publiques la loi nationale. Donc, et puis, vous avez parlé de l'agriculture tout à l'heure, permettez-moi un peu. Vous avez parlé du président, il a dit, on a dit qu'il a dit. Moi, la parole du président ne compte plus pour moi. Oui, la parole présidentielle s'est désacralisée. Je vais vous signaler qu'en 2011, nous étions en 2011, au comité agro-pastoral de Boulevard, le président de la République nous a dit que on devait mettre l'accent sur l'agriculture et pour le faire, il a parlé d'une réforme foncière qui devait arriver incessamment. Il a parlé de la création d'une usine de production des engrais. Et je vous signale qu'il y a 3 mois, il a donné une subvention à la Sodicoton pour acheter 15 milliards d'engrais pour la Sodicoton. Et c'était en 2015. Et toute cette parole, la parole publique, ne pouvait absolument rien dire. Les déclarations du président sont des déclarations comme ça, pour mener le temps, pour perdre du temps au Cameroun. Et je voudrais vous dire aussi que le plan d'industrialisation dont on parle, je ne sais pas comment on va faire avec le déficit énergétique. Je ne sais pas comment on va faire avec les APE, Célestin vient d'évoquer.
Je ne sais pas comment on va industrialiser sans avoir une loi d'orientation du contenu local alors qu'on a les APE, les industries vont... Non, les APE ne sont pas ce que Célestin a dit. On se met en concurrence. Et je voudrais vous dire aussi, vous avez parlé de M. Moutazé, que toujours en 2011, non, vous avez dit qu'il était un très bon ministre. Je le pense, c'est mon ami. Pensez, c'est peut-être aussi... C'est Eric Signe qui n'est pas loin de vous. Oui, oui. Je voudrais soutenu dans cette campagne. Continue à me respecter 9 minutes. Je voudrais vous dire que en 2011, quelque temps avant les élections présidentielles, il nous a dit, d'abord il a donné une interview à Jeune Afrique, où il a dit que quand les projets structurants arrivent, nous allons corriger les erreurs que nous avons commises dans le cadre de la construction de pipeline. Nous allons voter une loi, nous allons présenter à l'Assemblée une loi pouvant nous permettre de créer une bourse de sous-traitance. Et chaque marché structurant, tous les marchés structurants, doit pouvoir avoir 30% orienté vers les PME. Il a dit. Vous terminez. Et pendant tous les projets structurants, nous n'avons pas vu les PME dans le projet. Donc la parole publique, la parole présidentielle pour moi, c'est une vaine parole, c'est une parole à ne pas prendre en compte. Avec Célestin, jamais on entend le mot de la fin. Oui, d'abord, il faut reconnaître Manakani cette sincérité. Il a enfin reconnu, je ne dirais pas enfin, il a toujours reconnu que les hauts commis de l'État sont des grands prévaricateurs de l'État. Les hauts fonctionnaires qui pillent l'État, dont les voleurs de l'État, le chef de l'État, celui qui se proclame chef d'État, les maintient par la Canadie. Ils sont maintenus. C'est ce qu'on a eu de cesse de dire. Ils sont maintenus. Donc, leur chef sait qu'ils sont des voleurs. Non. Le chef de l'État depuis leur chef sait qu'ils sont des voleurs. Il les maintient. Il recrute des voleurs, il maintient des voleurs. Dans le premier coupable. Alors maintenant, je veux embrayer pour simplement dire que aujourd'hui, il y a dans la loi de finances de 2018, on sait très bien que 52% du budget de l'État, qui fait 4 513 milliards, est consacré au fonctionnement. Le fonctionnement, c'est extrêmement grave. Donc pour la coquetterie de ces ministres, 35% sont consacrés aux gratifications pour leurs beaux yeux et 42 milliards pour le carburant. C'est extrêmement grave. Et on nous demande, en revanche, de serrer la ceinture. Donc on a un chef d'État qui depuis 37 ans qu'il est là, permettez-moi de finir, 37 ans qu'il est là, il a passé 4 ans et demi de vacances qui nous a coûté la bagatelle, qui nous a connus, qui nous a coûté la bagatelle de 65 milliards. Je voudrais terminer sur un seul point. Pour dire que aujourd'hui, nous avons un problème économique profond. Les leviers de l'économie n'existent plus, on parle d'émergence. Mais l'émergence sans industrie, dans quel pays au monde avez-vous déjà vu émerger sans industrialisation? Ça n'existe pas. Merci. Bandakani, mot de la fin. Je parle de démagogues qui font comme si les problèmes structurels de l'économie camerounaise... C'est important, Bandakani. Justement à la fin, Célestin. Sont le fait du président. Ces problèmes sont antérieurs au président et antérieurs même au président. Donc si on parle du principe que ces problèmes sont antérieurs au président, il faut donc voir, comparer ce qu'il a fait par rapport, n'est-ce pas, à l'antériorité de ces problèmes structurels de notre économie. Par rapport à ça, Célestin Diamant, vous dites que j'ai dit que le président les maintient. Oui, tu l'as dit. Laissez-le terminer, c'est la fin, Célestin, je vous en prie. Alors, vous ne dites pas que le président mène une guerre contre la Commission, comme rarement le fait dans d'autres pays dans le monde. On n'a qu'à voir ceux qui sont en prison. Donc, le fait de promouvoir ou de maintenir ne veut pas dire qu'il arrête son action énergique contre la corruption. Simplement, la différence avec vous, c'est que vous avez un problème personnel avec le président. Je ne le connais pas. Tu as déposé des plaintes qui n'ont pas été contre le président. Laissez-moi parler. Donc, vous avez un problème personnel avec le président, en oubliant que votre président... Il y a un président légitime. Célestin. En oubliant que monsieur comme toi travaillait avec 7 ans avec le président. Il faisait un marché public, il a plein de dossiers. Merci. Je termine. Compte que la parole présidentielle n'est plus crédible. Désacralisée. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas de la faute du président. S'il fait le travail du président, c'est-à-dire fixer le cadre, créer les conditions géoéconomiques pour les financements, et que des collaborateurs des ministres sabotent ouvertement
avant l'action présidentielle. Prenons le cas de la Cannes. Qu'est-ce que Ahmed de la Cannes nous dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Merci. Il a été clair. Il a dit au Camerounais tout le travail que le président fait. Et il a dit d'où venaient les sabotages. Et à la fin de la journée, les saboteurs ont été engueulés. Promis. Les saboteurs ont mis dans l'opposition. Écoutez, ça vient pas de moi. Écoutez. Ces saboteurs ont plein d'alliés dans une partie de l'opposition. Hervé, mot de la fin. Non, moi je souhaite une très bonne heureuse année 2019 à tous les Camerounais et je crois que la plus grande élection, la présidentielle est terminée. Nous rentrons certainement dans une année électorale. Il essaie d'avoir même des élections surprises, par exemple les régionales. Il faut qu'il y ait un personnel politique un peu plus sérieux. Bandakani a mis le doigt tout à l'heure avec la montée du populisme qui s'accompagne effectivement du tribalisme. Il faut que nous qui avons la parole publique fassions très attention et bonne heureuse année à tous nos compatriotes. Oui, je voudrais dire quelque chose, je vais vous surprendre. Je voudrais dire que, je voudrais parler à mon frère Célestin, quand on a fini l'élection, et que quelqu'un, même s'il a fait un coup d'État et qu'il est au pouvoir, dès qu'il dit que c'est férié, vous ne pouvez pas aller à la banque avec votre chèque que vous faites payer. Donc, on constate quand même qu'il est là. Et puis, on ne va pas passer le temps à faire le clown sur le plateau en disant qu'il y a un président élu, il y a un président ceci. Moi, je crois qu'il faut arrêter ça. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui, mais malheureusement, il a la manche du couteau entre les mains. Et puis, bon, on constate qu'il soit arrivé par n'importe quel moyen. Moi, je pense qu'il n'a pas gagné les élections. Il a Ton candidat a eu combien de voix? 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 Non, moi je crois que il faut qu'on soit un peu plus élégant dans ces choses-là. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il a perdu les élections. Il a bonne année. Il a bonne année à quelqu'un. Il a fait un son. Oui. Bonne année d'abord évidemment à tout le monde, à tous les compatriotes qui nous regardent, à tous mes copains. Mais je voulais surtout dire que le caractère clownesque, c'est des gens qui banalisent. Merci. Il ne faut jamais banaliser l'injustice. La tricherie est condamnable. Merci. Il faut toujours condamner. Merci, Célestin. Tricherie après. Merci à vous, monsieur. C'était la première de l'année. Vraiment, merci de vous être donné à cœur joie à l'analyse. Je voudrais également remercier Eric Tidje qui de loin là-bas a apporté du sien. Merci à vous vraiment, surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Vous vous êtes adaptés certainement. Désormais, tous les mardis à 21h, carte sur table, 21h, 23h. Rediffusion jeudi à 13h30. Et d'ailleurs, jeudi, entretien également sera à 21h. C'est une annonce. Je reçois Maître Michel Ndoki. Bon, décidément, c'est l'annexe du MRC ici.